Salut Théophane, comment vas-tu? Très bien. Partons pour l'émission. On a le script, on a même des livres sur le sujet. Et On a on a tout avec même nous. ton livre à toi, hein? Ouais, On fait de la pub, hein? disponible sur Amazon, ou le lien est sûrement sur mon site www.theophanecesari.com. Vous pouvez le retrouver ainsi que tous mes écrits. Et voilà, et du coup là on a un super sujet qui est assez large, puisqu'en fait je pense qu'on a des expériences complémentaires là-dessus, parce que toi donc c'est sur le sujet de l'Inde, on va aller plus en détail ensuite. On a découpé ça par ordre chronologique pour que ça soit mieux pour vous, pour comprendre. Et du coup, donc effectivement, il y a... toi, tu as fait des études sur l'histoire de l'Inde. Enfin, sur l'histoire de religion sur les asiatique religions plutôt. indiennes, oui, j'ai un DU de l'Institut catholique de Paris en partenariat avec l'école du yoga et tout sur les religions asiatiques et avec un grand focus sur les religions indiennes. On a étudié le bouddhisme, on a étudié l'hindouisme, mais on a aussi fait un petit détour par les religions chinoises, par le confucianisme. Mais c'était l'hindouisme le gros du sujet. Le gros du sujet, ok. Et moi, j'ai habité en Inde, donc j'ai étudié à Bangalore, donc dans une université. Alors, j'ai pas étudié les religions indiennes, hein, j'ai plutôt étudié la vie en Inde, on va dire la vie pratique. Et j'ai travaillé 2 mois aussi dans un orphelinat à Madurai. Donc voilà, c'est pas pour me jeter Et j'avais travaillé aussi en tant que trésorier dans une association qui s'appelle Indigo. On avait récolté des fonds. Et du coup, c'est là où j'étais allé à Madurai pendant 2 mois dans un orphelinat. Et il y avait beaucoup de filles, et ça on en parlera, qui étaient euh, les parents, parce qu'il y a un gros déséquilibre homme-femme, enfin ça on en Oui. parlera. Il y a à peu près 9 femmes pour 10 hommes, puisqu'en fait les femmes on doit leur payer une dot dans la culture hindoue. Oui, du coup, malheureusement, il y a de la sélection par le genre C'est avant ça. même la naissance. C'est ça. C'est très dur là-bas. Et du coup, dans notre orphelinat, dans l'orphelinat où on avait récolté des fonds, c'était que des femmes, pas pour. Bon, c'était un petit peu plus simple en termes de logistique, mais c'était surtout parce qu'en fait, c'est surtout les femmes qu'on abandonne, parce qu'un garçon aussi, ça travaille, Ouais. enfin, de leur point de vue culturel, on trouve ça bien sûr Oui, malheureux. D'ailleurs, au passage, nous, on n'est pas une émission politique, nos opinions regardent que nous, mais voilà, ça peut vous intéresser d'avoir des avis. chacun peut regarder. Justement, le point, c'est de revenir à l'essence des cultures, de la culture, et de faire en sorte qu'on ne soit plus dans ce monde hyper partisan que nous traversons aujourd'hui. C'est ça. Alors, on a un programme assez chargé. Mais très intéressant. Donc, pour que ça soit un peu digeste, on va aller dans l'ordre chronologique. Donc, d'abord, on fera plutôt la civilisation de l'Indus. Donc, qui a commencé c'est de moins 2500 à moins 1500 avant Jésus-Christ. L'âge védique est la naissance de l'hindouisme. Donc, c'est de moins 1500 à 500. Donc, avant Jésus-Christ à chaque fois, hein. Désolé, c'est un peu occidental-centré, mais Voilà. il faut bien commencer par là. Il faut bien donner une date. Ensuite, il y a les grands empires, le début du bouddhisme et du jainisme de moins 500 à 1206. Donc là, on arrive après Jésus-Christ. L'arrivée de l'islam et le sultanat de Delhi, donc en 4, de 1206 à 1526. L'empire mongol en 5 et la naissance du sikhisme de 1526 à 1857. Après, on parlera plus des Européens, de l'impact qu'ils ont eu là-bas. Donc avec un chapitre de transition, l'âge et les comptoirs européens. Donc ça a commencé en 1498 jusqu'à 1857. Donc c'est le début avec Vasco de Gama hein, à peu près. Voilà. Voir ça peut se terminer aussi en 52 ou 54, je sais plus, C'est avec ça. Avec Pondichéry. Pondichéry, c'est vrai, on en Voilà. parlera. Mais c'est vrai que là on a mis 1857. Pourquoi? C'est parce que c'est le vrai début de la colonisation Voilà, indienne. du Raj britannique, Et du coup on n'est plus dans une logique effectivement de comptoir. d'explorateurs, de comptoirs, de Voilà. commerce, mais de colonisation, Voilà. comme on est plus habitué, que ce soit pour l'Afrique, C'est ça. que les Européens, à cette période-là, victorienne. C'est ça. D'ailleurs, très peu, c'est plutôt une civilisation plutôt commerciale. On en parlera très peu peuplement. Il y avait un petit peu d'anglais, mais très peu au final. Oui, c'était vraiment des comptoirs de commerce dans les grandes routes. Voilà, nous développerons tout ça. C'est ça. Alors ensuite, on parlera de l'Inde moderne de 1947 à aujourd'hui. Et puis on fera des zooms un petit peu sur le voyage en Inde, puisque j'ai habité là-bas, j'aime bien voyager. La gastronomie en Inde, la spiritualité indienne à l'étranger. Bollywood et tous les autres cinémas indiens, parce qu'il n'y a pas que Bollywood, Ouais. voilà, il y a plein de noms, il y a le cinéma en tamoul, etc. Et enfin, le dernier, ça sera découvrir l'Inde depuis la France, donc si vous ne pouvez pas voyager, donc il y a une grande diaspora indienne, et puis, Une hindou, grande même offre de manière culturelle. générale. Ouais.
Et voilà, comment vous pouvez aussi avec le yoga, les temples, la cuisine, parce qu'il y a un quartier indien aussi à la Chapelle, à la Courneuve. Ah, et même plusieurs quartiers indiens. Il y en a C'est aussi ça. beaucoup partout. À Boulogne-Billancourt, on a une grande communauté indienne. C'est ça. C'est assez riche en France. Et on salue tous nos compatriotes ultramarins. Il y a beaucoup de Français qui sont des ultramarins d'origine indienne. Donc il y a des grands liens culturels et de présence. Beaucoup à la Réunion en particulier, puis aussi dans les Antilles, de manière générale. Il y a pas, enfin, de manière générale. Voilà, puis en Guyane aussi, alors moins en Guyane française, c'est plus dans plutôt Suriname. Le Suriname. Plutôt Et il y a eu, oui, je crois qu'il y a beaucoup, je crois que c'est même peut-être l'hindouisme là-bas, la religion majoritaire, c'est assez intéressant. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu, il y a aussi à Bali, voilà, il y a aussi, on a vu au Fidji de l'hindouisme. Enfin bon, la civilisation indienne n'est pas que construite à l'Union indienne, ni même au sous-continent. Parce qu'après, c'est vrai que ça, on en parlera beaucoup. Donc nous, on va un peu structurer les chapitres. Donc surtout sur un aspect, on va dire culture. Ensuite, religion. Voilà, après, on parlera, ça sera assez libre. Et c'est vrai qu'en termes de religion, c'est vrai que c'est le gros apport de l'Inde. Puisque aujourd'hui, j'avais vu quelque chose, il y a à peu près la moitié quasiment des habitants de la planète qui sont issus de religions... en fait... Ouais, un dharmique qui viennent du sous-continent. Voilà, c'est ça. Alors là, je compte le bouddhisme dedans, parce que on verra ça ensuite. Le bouddhisme et l'hindouisme sont très liés. Donc, et du coup, l'Inde a été le berceau de la création de 4 religions majeures. Donc, l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme et le jainisme. Donc ça, on fera un gros focus là-dessus, parce qu'on aura d'autres émissions sur d'autres pays. Mais c'est vrai que si on devait retenir une chose de l'apport de l'Inde à la civilisation humaine, je pense que ça serait plutôt l'aspect culturel et religieux. Oui, c'est vraiment un apport de la spiritualité qui a éclairé le monde et qui a été une grande base civilisationnelle. Enfin, on va parler de l'Indus, on va parler des grandes invasions dans le Nord, mais la façon de concevoir d'une religion organisée spirituelle, ça vient de l'Inde du Sud, avec toute cette vision de l'hindouisme, éclairée par toutes les sagesses Védas qui viennent du Nord, on le verra. Mais donc oui, c'est vraiment un apport de la spiritualité qui est l'Inde est comme le Jérusalem de l'Asie, si on veut faire une petite comparaison. Je sais pas si elle est très... mais c'est amusant de se dire ça, voilà. C'est un berceau spirituel et un centre de pèlerinage. Enfin, en Chine, par exemple, le fameux roman chinois, les pérégrinations vers l'ouest. Oui, vers l'ouest. Vous savez, avec le singe Sangoku qui a inspiré plein de choses. En fait, c'est des moines bouddhistes qui vont en Inde faire un pèlerinage. Donc en fait, c'est un grand lieu de culture et qui s'étendait alors autrefois du confin de l'empire d'Alexandre jusqu'à l'extrême-orient, la Corée et au Japon qui pratiquaient le bouddhisme. Mais que ce soit le bouddhisme, mais aussi l'hindouisme qui était beaucoup plus prégnante avant. C'est quand même c'est le grand apport de l'Inde, c'est entre autres. Parce que je pense que tu trouvais que ta comparaison était osée, mais c'est vrai que tout à l'heure on a vu, parce qu'on a fait nos petites révisions sur l'Inde, qu'il y avait 3 grands groupes de religions. Donc il y avait les religions abrahamiques, donc là c'est plutôt christianisme, du livre, islam, qui sont les 2 premières religions au monde. Ensuite il y a la 3e, c'est l'hindouisme. Et il y a la 4e, on va dire, même si c'est un peu c'est pas qu'une religion, on va dire, il y a un côté philosophie, spiritualité. Après, il y a le bouddhisme et le confucianisme. Enfin, les religions chinoises, en fait, il y a les religions abrahamiques, du coup, judaïsme, christianisme, islam. Donc là, c'est Jérusalem, qui est le centre. Voilà, on a les religions dharmiques, celles de la roue du dharma, les lois du dharma, donc l'hindouisme, le jaïnisme, le sikhisme d'une certaine façon, même si ça a des petits liens avec l'islam, et le bouddhisme, donc qui se tourne autour des idées qui viennent de l'Inde. Et sinon on a les religions du Dao, les religions chinoises, donc le confucianisme, le Tao, les religions populaires chinoises, et plein d'autres petites variantes qu'on ne connaît pas forcément, et qui eux regardent plutôt vers eux-mêmes, vers l'Empire du Milieu, qui sont
quand même exporté. Bon, on aura peut-être l'occasion de Ouais. faire un épisode sur la Chine. Mais tout ça pour dire qu'en fait, Voilà, donc c'est le centre d'une des 3 grandes familles religieuses dans le monde. Ouais. Donc c'est là où c'est très intéressant. Et je rajouterai un truc, c'est que, j'y pense là, il y a une famille de religions qui s'est un peu éteinte, c'est celles qui viennent de l'Iran, et qui ont des grands liens avec l'Inde, où il y a plein d'échanges culturels, mais aussi spirituels, et donc le zoroastrisme, le manichéisme, qui était une autre grande religion, mais qui a disparu Il en y a même le temps qu'il y a eu zoroarisme aussi. le zoroastrisme, voilà, de Ah. Dieu. D'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire du prophète Zarathustra, qui est le D'accord. plus vieux prophète. Et j'ai essayé de te poser une colle. Excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que tu sais quelle grande personne qui est connue dans le monde entier avait ses parents qui étaient adeptes du zoroarisme? Oui, qui était alors justement on parle de l'Inde, donc le zoroastrisme Ah, avec il est les Farsis, et Il c'est est évidemment Freddie Mercury qui Voilà. était un Indien du Zanzibar de l'ethnie, la religion farsi, qui était zoroastrien. Bah, à chaque fois, j'essaie de lui poser une colle, ça marche pas. Voilà, mais comme ça voilà, on est retombé sur nos pattes. C'est vrai qu'il y a les Farsis dans la myriade de peuples, de croyances qui forment la civilisation indienne. Et peut-être une dernière chose, après on partira plutôt dans les chapitres, c'est plus pour vous donner un ordre d'idée de manière générale. Il y a aussi le fait est qu'en fait, un peu à l'image de la France, donc qui est divisée entre Languedoc et Languedoc, il y a un peu cette même... donc Languedoc, alors je confonds toujours le nord et le sud, mais en gros au nord c'est les Languedoc, c'est ça. Languedoc, ouais. Donc c'est plutôt le français actuel qu'on parle Le aujourd'hui. français et les patois du français. Ouais. Le français, le patois du français. Et en Languedoc, donc c'est plutôt au C'est, sud, donc c'est l'occitan. plutôt l'occitan, franco-provençal qui est un petit peu Le à part. ça c'est ouais, ce qu'on appelle aujourd'hui l'arpitan. C'est un peu à part. En même temps, c'est une langue à part, mais c'est un peu aussi entre les deux. C'était parlé en Savoie, dans le Lyonnais, l'arpitan. Aujourd'hui, c'est un peu oui, mais parfois vous pouvez tomber sur des papis savoyards qui parlent encore l'arpitan, la langue, enfin, il va dire le savoyard. Et ouais, on a la Languedoc, donc l'occitan, le provençal et ses variantes. La langue des faits libres, la langue de Mistral et compagnie, la langue d'Oil qui a donné le français, l'arpitan, le / franco-provençal, donc le Lyon, le Dauphiné, je crois aussi, la Savoie, et après, bon, on a bien sûr le breton, le basque, Voilà, le c'est corse. Après c'était pas... Oui, c'est pour dire il y a le nord et le sud. Voilà, le nord et le sud, et il y a un peu la même séparation en Inde, et le ciment un petit peu de... Donc au nord, il y a plutôt les langues hindoustani, c'est ça, avec plutôt l'hindi Oui, qui est assez l'hindustani, dominant. oui, qui met la langue qui met l'hindi et l'ourdou, la langue du Pakistan en même temps. Mais oui, c'est les langues indo-ariennes. C'est ça. Et donc qui sont proches de l'iranien, d'où le nom arien. Avec des apports d'arabe quand même. Avec des apports de persan justement, Ok. donc oui, de farsi, Ok. pardon, est-ce que j'ai dit ouais, iranien et tout, et de sanskrit aussi. L'ourdou aura plus justement de substrat persan et même aussi arabe par rapport à la religion que l'hindi, qui lui se réapproprie l'héritage sanskrit, mais c'est de lui-même religion qui juste a été séparée pour des raisons religieuses et politiques. Parce que c'est vrai que... Et du coup, alors parce que aussi le sanskrit, c'est un peu leur latin, alors c'est très peu parlé aujourd'hui, mais c'est un peu leur latin, les textes sacrés, donc on va y venir juste après, sont en sanskrit, donc c'est une langue qui est très peu parlée, qui est très compliquée, mais voilà, l'hindi s'inspire de ça. Et au sud, on a plutôt les langues dravidiennes, donc ça serait ouais. l'équivalent de la langue doc, entre guillemets, enfin Voilà. c'est pas du tout la même chose, mais c'est juste pour dire qu'il y a une partition nord-sud, en Oui. fait, un peu comme en France. Voilà. Et justement, ce qu'on verra dans l'histoire, qui s'est souvent exprimé, qui continue. Voilà. On parlait du sanskrit. Avec nous, on a la Bhagavad Gita, un des exemples de grands textes religieux indiens qui inspiraient le monde entier. Là, on se rappelle tous, il y a eu récemment le film sur Oppenheimer. Là, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. C'est une petite citation connue de la Gita, et qui était écrite en sanskrit. Donc voilà. Et voilà, du coup, on a balayé un petit peu pour vous mettre un petit peu enfin, pour vous mettre pas un petit peu, totalement l'eau à la bouche. Maintenant, on va plutôt partir sur les chapitres que j'ai cités tout à l'heure. Donc là, on va partir sur le chapitre 1, c'est la civilisation de l'Indus. Donc voilà, Théophane, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet, sachant que c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a eu des villes assez planifiées, de l'égout, de l'agriculture, le commerce avec la Mésopotamie, Oui, donc qui est le tout à berceau fait. de l'humanité, hein, où il y avait le croissant de la fertile. civilisation. D'ailleurs, en fait, c'est assez mystérieux parce qu'on n'a pas trop de traces écrites, mais c'était des grands centres urbains. Et la Mésopotamie, les Mésopotamiens, les Sumériens, par opposition aux Akkadiens,
qui parlaient la langue sumérienne, qui est un isola. On pense que c'était peut-être lié, c'est des théories anthropologiques, peut-être lié à des gens de la civilisation de l'Indus. Et il y avait des commerces, il y avait des choses comme ça reste mystérieux. Et oui, justement, tu fais bien de parler des villes et tout, parce que, en fait, alors, pour tous ceux qui s'intéressent un peu à l'archéologie, un peu au mystère, vous voyez sûrement la ville de Mohenjo-Daro. Une ville qui a été figée dans le temps, c'est un peu... tout a été vitrifié, c'est très étonnant. Et en fait, c'était des villes avancées, il y avait beaucoup d'agriculture. On pense que c'était des sociétés égalitaires, il n'y avait pas de traces de palais. Dans les tombes qu'on a retrouvées, il n'y avait pas forcément, comme dans les civilisations indo-européennes qui viendront un peu plus tard sur le chemin, de stratification sociale. On pense que c'était des républiques égalitaires. Mais vu qu'on n'a pas trop de traces écrites, on n'a pas. Au niveau des religions, on ne sait pas encore. On sait qu'il y aura un substrat des religions de l'Indus qui continueront de vivre à travers les différentes itérations, évolutions que connaîtra l'hindouisme. Mais c'est des choses un peu chamaniques, un peu... Il y a beaucoup de motifs, même si je me rappelle bien, de léopards, de choses comme ça. Et c'est très intéressant parce que oui, il y avait des systèmes d'égouts, c'était des villes très avancées, c'était pas du tout... et qu'on pense, du coup, égalitaire et pacifique. Et quelle était la langue parlée à ce moment-là? Alors, c'est une bonne question parce que on s'interroge. Il y en a qui pensent que c'était des langues du coup, qui pourraient être liées proches du sumérien. D'autres qui pensent que c'était des langues dravidiennes qui ont été supplantées du coup par les langues indo-européennes de type indo-aryenne après les invasions européennes. Mais ce qu'on sait, c'est que du coup, c'était un groupe à part. Et que même après les invasions aussi islamiques, non? C'est peut-être Ah, mais ça c'est bien plus tard. Non, là c'est les invasions indo-européennes. Okay. En fait... des peuples des steppes, mais ça voilà c'est un peu plus tard. On verra ça après. Voilà. Et parce que là c'est très, on a des traces, on a de l'art très élaboré, on a déjà des formes. Vous voyez tous les types de danses classiques indiennes avec les postures et tout. On a déjà des très belles statues, enfin sculptures de cette époque qui sont à la fin de l'âge de bronze et tout, qui représentent des poses qu'on retrouve déjà. Je sais pas si les Ingwam, vous savez, c'est des sortes de phallus symboliques qui ensuite ont été repris dans le bouddhisme. Je sais pas si ça date déjà de cette époque, mais c'est possible. Mais je crois pas, enfin, à vérifier, parce qu'en fait, il y a des symboliques qui ensuite sont restés, qui étaient là. Il me semble qu'il y avait beaucoup de choses avec des léopards. Donc je confonds avec Göbekli Tepe en Turquie, mais ça, alors vraiment, moi j'invite tous ceux qui sont intéressés par l'archéologie, par l'histoire de l'art de bronze, par les civilisations mystérieuses, à vous renseigner sur la civilisation de l'Indus et sur Mohenjo-Daro, la grande ville emblématique. Et oui, donc à vérifier sur les Ingwam, parce qu'après c'est devenu un symbole de Vishnu. Mais il me semble qu'il y avait déjà peut-être des symboles comme ça, mais à moins que ce soit venu avec les Védas, qui sont venus après, qui sera notre chapitre 2. Ok, donc c'est assez flou ce qui s'est passé à cette époque-là, mais c'est vrai qu'on est au tout début, même du... on est à peu près à l'âge de bronze, si je ne me trompe pas, oui. C'est ça? C'est comme dans nos repères on est plus habitués, même si on ne peut pas dire que ce soit chez nous, vu que c'est ailleurs, c'est un ailleurs dans le temps. C'est à peu près la même période que l'ancienne Sumer, le début de la Mésopotamie avant Babylone, enfin avant les grands empires babyloniens, dans on va dire la nuit des temps. Début, les premières villes, la période que je trouve vraiment fascinante de l'âge de bronze où on a eu la création de notre vie d'aujourd'hui finalement, à peu près indépendamment dans le monde, en la création des premières villes et des premiers états, même si là reste à découvrir les formes parce qu'il n'y avait pas forcément les palais et les mêmes façons de faire que les Sumériens qui ont ensuite influencé les Égyptiens et tout le monde. Eux c'est un peu ailleurs, mais c'est en même temps la même chose. Voilà. Et puisque c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait aussi des grottes que tu peux découvrir en Inde sur place. Alors moi je les avais pas découvertes, mais tu as des grottes à peu près de cette époque en fait. Et tu as de l'art qu'on appelle rupestre, donc sur les murs, il me semble que ça veut dire ça. Enfin, c'est un peu comme les grottes de Lascaux. Alors je sais pas exactement les dates, mais en tout cas de l'époque des grottes de Lascaux. Mais en tout cas c'est à peu près au moment, et du coup c'est pour ça qu'on a très peu d'histoire là-dessus. Chapitre 2. Voilà, donc là c'est l'époque védique. C'est ça. Là, on a un peu plus d'informations dessus, et c'est vrai que c'est l'âge védique, et c'est la naissance de l'hindouisme. Oui, de ce qui deviendra l'hindouisme. Alors là, c'est assez compliqué. Alors là, ici, j'ai un livre d'une des professeurs que j'avais dans le DU sur les religions indiennes, qui parle des Upanishads, et en fait, et donc on parle de la Veda et des choses comme ça. C'est assez compliqué, j'invite tout le monde à faire des recherches dessus. Pareil, justement, je parlais plutôt des liens avec l'hindouisme, avec la Perse.
Ouais, de l'Inde avec la Perse, c'est là qu'on le voit beaucoup. Parce qu'en fait, il y a eu des invasions. Alors, vous savez, en Europe, avant, il y avait des cultures dites... J'ai oublié les termes. Mais c'est Chasseurs-cueilleurs non, après les chasseurs-cueilleurs. On a le premier néolithique, avec les cultures, vous savez, des maisons longues. Et ensuite, il y a des peuples venus des steppes qui ont envahi l'Europe. La culture qu'on appelle archéologiquement Yamna. Alors, pour ceux qui se rappellent l'assaillie un peu complotiste de Maître Gims, il n'avait pas tort, dans le sens où les populations européennes ont connu un grand bouleversement démographique, sauf que c'était pas les Yamnades qui étaient des Européens, je sais plus ce que c'était son délire avec l'électricité et les pyramides, c'était des peuples indo-européens qui venaient des steppes. Et en fait, c'est eux qui ont... ils arrivent avec plusieurs innovations, une langue, enfin la proto-indo-européen, et surtout... une façon de voir la spiritualité. Ils ont le dieu du ciel qui est le dieu de la foudre. Et aussi ils arrivent avec les castes de guerriers et le cheval. Avant, en Europe, il y avait les cultures des maisons longues. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de mèmes là-dessus, mais c'est intéressant de revenir aux sources archéologiques, qui étaient différentes. Il y avait plus... Alors, je sais pas où on en est dans les découvertes anthropologiques et tout, mais il y avait le culte de la déesse mère, et qui a été remplacé par du dieu père foudre. Et en fait, ces changements démographiques qu'il y a eu en Europe, ils ont aussi eu lieu en Inde, où la civilisation de la vallée de l'Indus a été balayée par ces envahisseurs venus du loin des steppes, qui avaient une autre conception de l'organisation, avec des strates sociales, des castes de guerriers, des castes de prêtres, des castes de travailleurs. Et alors, en Inde, c'est Rudra. Dans les pays du Nord, c'est Thor. Chez les Celtes, je ne sais pas, mais ils en prennent un nom. Chez les Latins, c'est Jupiter. Chez les Grecs, c'est Zeus. Et donc, la Veda est un ensemble de textes religieux venus de ces envahisseurs qui ont créé la langue sanskrite, une langue donc indo-européenne, qui partage des racines donc avec les langues européennes. Toutes les langues européennes sauf le hongrois et le finlandais et l'estonien, qui eux sont des langues... bon, ça me reviendra. Altaïque. Et donc, la Veda, qui constitue le cœur, c'est un ensemble de rituels. Je fais peut-être des bêtises parce que c'est des choses très compliquées, donc j'invite tout le monde à, bien sûr, c'est évidemment... C'est intéressant, moi j'écoute, voilà. Je bois ça comme du petit lait, j'adore, quand tu parles, j'ai l'impression d'apprendre tout sans truc à la minute, donc vas-y, continue, c'est super. Donc, je dis, faites des recherches pour toujours vérifier dessus. Ils apportent, du coup, ces considérations rituelles. On a, je sais, des offrandes faites avec du feu. On a... alors, j'ai pas le livre avec moi, j'ai un livre en fait, c'est des hymnes, la Veda, qui sont encore aujourd'hui. Les brahmanes apprennent le sanskrit et apprennent la Veda. Et en fait, alors, dans les théories anthropologiques... Oui, pardon ? Parce que juste pour préciser à nos auditeurs, on mettra tout à l'heure, on vous mettra les castes. Donc c'est un système un petit peu pyramidal, je dis ça pour mettre en perspective. Voilà. Et qui apparaît à cette époque-là, justement. C'est ça, qui apparaît à cette époque-là, et où, pour caricaturer, tout en dessous, on a les intouchables, les Dalits. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour eux, etc. Pour les remettre en avant. Mais qui sont tout en dessous de la pyramide, et au-dessus, il y a les brahmanes, voilà. qui sont les guerriers. Non, c'est les prêtres. C'est les prêtres, ok. En fait, un des grands dilemmes occidentaux, des grands dilemmes indo-européens, du coup, c'est de savoir quelle caste a l'importance, les guerriers ou les prêtres. C'est au Moyen-Âge les guelfes et les gibelins, l'empereur et le pape. Et en Inde, c'est les nobles dont j'ai oublié le nom de la caste, face aux brahmanes, et les brahmanes qui sont toujours au-dessus. J'y pense, du coup, vu qu'on parlait des religions abrahamiques, dans le monde du judaïsme, dans le monde de l'islam, mais aussi dans le monde perse, d'une autre certaine façon, il y a moins... Ah, quoique chez les Perses, bon, ça c'est à voir. Oui, non, chez les Perses, je dis des bêtises. Mais si vous réfléchissez bien, on parlait de la civilisation de l'Indus, dans l'ancienne Sumer, le prêtre et le roi étaient la même personne. Vous regardez dans l'Ancien Testament, le roi Salomon, c'était aussi religieux, même s'il y avait les prêtres et choses comme ça. Et dans l'islam, dans les différentes branches de l'islam, souvent il y a un lien entre spirituel et temporel. Et en fait, dans les Indo-Européens, ça se trouve je fais des bêtises, hein. Là j'extrapole un peu, je fais de l'anthropologie de salon, mais j'y pense là. Il y a ces trois cases, vous savez, le tiers, le clergé et la noblesse.
Et c'est vrai que c'est un débat classique. Et là, on retrouve ça en Inde avec la caste des prêtres, qui a été celle qui a été mise au pinacle. C'est pas forcément la plus riche, mais c'est la plus pure rituelle. C'est eux qui peuvent exécuter toutes les grandes fonctions rituelles, notamment celles établies par la Veda. Et en fait, c'est ce qui est devenu ensuite de la religion védique, c'est devenu la religion brahmanique. Et en Inde, on l'a encore aujourd'hui, les brahmanes donc, sont ceux qui s'occupent des textes sacrés. Ils ont un devoir sacré, mais ceci, ça peut être par exemple les grands musiciens de musique classique indienne, que ce soit la musique hindoustanie ou la musique carnatique. Souvent, ce sont des brahmanes. C'est Shri quelque chose, ou c'est des pandités quelque chose, et en fait c'est des brahmanes qui ont reçu cette éducation. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on revient à cette histoire d'invasion indo-européenne, c'est qu'il y a des théories qui disent que le fait qu'en Inde, par rapport à l'Occident, par exemple, aux autres territoires indo-européens, ou en Perse, où certes il y avait les 3 ordres, cette innovation, mais il y avait moins cette rigidité de système de caste, c'est parce que, d'après certains, les brahmanes seraient en fait les descendants de l'élite, entre guillemets, indo-européenne, qui était beaucoup moins nombreux que les peuples locaux, et que, en fait, c'est une façon pour eux de se garder, de se garder en soi. Alors, entre-temps, il y a eu beaucoup de mariages, et c'est différent, mais c'est une des théories qui existent. D'ailleurs, je te reprends ça, on en parlera tout à l'heure avec l'Empire mongol aussi qui est arrivé là-bas. Il y a eu, alors je sais pas si c'est lié aussi, mais ils ont fait des analyses génétiques. Et en fait, c'est vrai que dans les castes hautes, ils ont en moyenne un peu plus de sang mongol apparemment. Mogol, oui. Ouais. Bon, et ils sont un peu plus clairs de peau. Oui, parce qu'ils sont plus perses, mais parce que les Dravidiens, ils sont, parce que c'est dans des endroits plus tropicaux, ils ont généralement, oui, il y a une apparence qui est un peu différente entre l'Inde du Nord et l'Inde du Sud. Bon, elle est peut-être pas forcément toujours dramatique dans les types humains. Il n'y a pas, mais oui, parce que dans les hautes castes, en fait, il y a beaucoup de nobles d'origine turco-persane. Des Moghols, mais aussi, d'après ces théories anthropologiques, je sais pas où ça en est la recherche, ça se trouve c'est des trucs qui sont aujourd'hui complètement invalidés, hein, toujours vérifiés. C'est ça, ouais. Mais aussi, c'est parce que dans les hautes castes, ce serait moins des substrates d'origine, enfin d'ici, c'est du pays, c'est d'ici est-ce que là un terme qu'emploient les Indiens. Mais plus indo-européen. Bon, à force, ils sont. Tout le monde est indien sans question de proportion, mais il y aurait cette explication sur les grandes différences entre les gens des castes. Donc, à voir les recherches génétiques, les recherches anthropologiques, culturelles. Parce que, comme tu l'as abordé tout à l'heure, le gros souci avec ces sujets-là, c'est que parfois, il y a un peu des théories, on va dire. Je sais pas comment on pourrait les appeler, mais peut-être pas complotistes, j'aime pas le mot, mais un peu entre guillemets racialistes, quoi. Ésotérique, oui, un peu eugéniste aussi. Oui, il y a un peu très bizarre. Et puis il y a un peu comme même si on le verra après, on va partir. Oui, quand on parlera de, ouais. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même, enfin, je pense que c'est aussi une manière, peut-être entre guillemets, sans partir non plus dans un complot, pour les castes supérieures d'asseoir leur domination, oui, en fait, de le remettre sur quelque chose de génétique. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ce genre de discussion avec de grosses pincettes. C'est ça. Et toujours regarder la science et pas la science de Twitter. Ou la science de Twitter où tel extrémiste dira tel truc pour son camp. Voilà, la science sérieuse. Mais c'est vrai que ça peut être employé comme des moyens, voilà, si le moyen religieux ne marche plus, comme des moyens scientifiques dans un âge plus scientiste, pour dire, regardez, alors que, techniquement, tous les Indiens, ils sont aussi beaucoup descendants de gens de toutes les castes, de tous les peuples qui ont traversé ce pays, et... Après, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu quand même une certaine forme d'endogamie entre les castes. Oui. Puisque, en fait, comme il me semble, hein, ça je dis peut-être une bêtise, mais qu'en fait, quand on se marie, quand on est brahman, admettons, ça arrive jamais, oui, quand on est brahman et qu'on se marie à un intouchable, en fait, les deux deviennent intouchables. Oui, et surtout, on peut que descendre. Me semble-t-il, non ? Aussi, et surtout, il y a des... Oui, on peut pas monter, et surtout, il y a des obligations rituelles
Et j'essaie de me rappeler le terme, mais en fait, un brahman, il doit accomplir tel rite. Un guerrier doit accomplir tel rite. Un commerçant, il doit accomplir tel rite dans le cadre de sa famille. C'est le sanskar, à vérifier, mais il me semble que c'est le sanskar. Et en fait, alors vous voyez, là j'ai la Gita, et tout ça, c'est dans d'autres chapitres de la Mahabharata, qui est une grande épopée. Alors je sais pas si ça date de cette époque-là, mais pour moi c'est plus tard ces avancées, parce que Rudra est moins présent dans la Gita, c'est bien sûr Vishnu, qui est présenté comme l'émanation du Brahman, de l'esprit fondamental. En fait, l'hindouisme, c'est beaucoup plus monothéiste qu'on pourrait le croire, mais c'est plus énothéiste d'une certaine façon. C'est très intéressant. Qu'est-ce que tu appelles énothéisme ? Énothéiste, c'est quand on choisit, quand il y a plusieurs dieux, de se tourner vers un seul. Comme au restaurant choisi à la carte, quoi. Voilà, en fait, c'est... on pense que Yahvé, au départ, c'était une divinité parmi tant d'autres, puis c'est devenu la divinité du peuple d'Israël, et à force, c'est devenu le Dieu unique. C'est certaines théories archéologiques. Et pour le... Et excuse-moi, pour que nos auditeurs comprennent bien, parce que en fait, nous, dans la religion chrétienne et catholique, il y a des saints. Quelle différence tu mettrais justement, parce que bon, nous, c'est pas des dieux, c'est des saints. C'est la Bible selon les apôtres, etc. Alors, aussi. Quelle différence tu ferais du coup entre ces divinités que chacun choisit versus les saints ou les apôtres plutôt de notre point de vue occidental? Alors déjà, ce qui est noté, c'est qu'il y a des saints aussi dans l'hindouisme. Alors c'est peut-être des développements plus tardifs. Ça, il faudrait... ça aurait mérité quelque chose de plus de recherche. Mais en fait, dans l'hindouisme, il y a l'essence primordiale, le brahman. J'espère que je le prononce bien. Je m'excuse à tous les Indiens, tous les indophones sur toutes les prononciations. Voilà, moi c'est du savoir Wikipédia. Bon, là j'ai aussi un peu les diplômes et tout, mais je suis pas très bon. Et donc on a cette essence fondamentale qui en fait s'incarne dans des avatars. Et en fait, les Vishnouistes vont vous dire que l'avatar principal c'est Vishnu. Les Shivaïstes vont dire que l'avatar principal c'est Shiva. Les Krishnaïstes, les Hare Krishna, ils vont dire que c'est Krishna, qui lui-même est un avatar de Vishnu. C'est assez compliqué, mais en fait tout remonte à une essence divine. Et en fait c'est plusieurs incarnations. C'est un peu comme voilà, je fais des grands raccourcis, hein, excusez-moi pour tous nos auditeurs hindous, mais c'est un peu, nous on a les anges, on a le paradis qui est un peu peuplé, ou même tu vois dans le bouddhisme il y a des divinités, même si c'est une religion presque athée, il y a des divinités, et en fait toutes ces divinités, il y en a une parmi elles qui est l'incarnation plus primordiale de l'essence divine. C'est des choses assez compliquées. Voilà, je vous invite à vous pencher dessus, mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre. On vous donnera tout à l'heure, ça sera plutôt vers la fin, mais des recommandations pour visiter des temples hindous, où d'ailleurs ils expliquent ça en direct, et c'est vrai que c'est très intéressant. Après, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est des religions, du coup, alors toi tu t'emploies un terme, mais souvent on dit quand même polythéiste. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a plusieurs dieux, et donc on a l'impression un peu, même si ça s'est arrêté, il me semble qu'il y a 500, le dernier dieu a été inventé, entre guillemets inventé, créé, on sait pas, non, mais pas de jugement de valeur, hein. Mais en tout cas le dernier dieu est apparu il y a à peu près 500 ans, quelque chose comme ça dans la région hindoue. C'est alors, quand même 1500 ans avant Jésus-Christ, donc il y a eu en gros 3000 ans quasiment où on a inventé des dieux. C'est aussi en fait très peuplé aussi, donc c'est pas une religion comme les religions du livre qui exclut. Vous voyez, les Romains, ils pouvaient adopter des dieux locaux dans leur panthéon au fur et à mesure des conquêtes. C'est pas tout à fait la même chose, mais dans le sens où il y a un proverbe hindou qui dit il y a autant de divinités en Inde qu'il y a de cœurs d'hindous. Et en fait, par exemple, Jésus-Christ, pour certains, peut être accepté comme une divinité en Inde. Il y en a qui disent que c'est un avatar de Krishna, et d'autres qui disent de Vishnu d'ailleurs. Et en fait, ça s'exclut pas. En fait, il y a un principe philosophique, un principe spirituel, des textes sacrés, la Gita, on a parlé des Védas, là, dans le chapitre 2, les Upanishads, la Gita qui est très important pour... c'est presque la Bible des hindous, il y en a certains qui le rejettent, mais c'est très peu de monde chez les Shivaïtes. Vous savez qu'en Amérique, il faut prêter serment.
Les hindous, par exemple, là, la secrétaire de Donc, l'intelligence... serment sur la Bible pour les présidents Voilà. américains. Hein. Ouais, ben, ils prêtent serment sur la Gita. Et la Gita, en fait, c'est pas un livre qui va vous dire Vishnu est le dieu suprême. C'est un livre qui va, je vous le conseille, hein, c'est facile à lire, c'est très intéressant, c'est poétique. Si vous voulez, je raconterai un peu vite fait de quoi ça parle, mais ça va surtout donner des pratiques spirituelles, ça va surtout donner une philosophie, à aider à faire la bhakti qui est la vénération, qui est se rapprocher de Dieu. Parce que c'est vrai j'apporte entre guillemets mon expérience pratique, parce que vous verrez qu'on se complète plutôt, toi tu es plus dans l'expérience, on va dire, peut-être pas théorique, c'est parce que ça fait un peu pratique théorique, mais plus dans les livres et dans les études, surtout tu as fait des études là-dessus, mais moi j'ai habité sur place aussi, et c'est vrai que j'ai été très surpris quand j'étais on est rentré dans une église, on en parlera tout à l'heure, il y a eu de l'évangélisation aussi des Européens, qui ont été faits par les Européens, et il y a même des premiers chrétiens, donc qui arrivent pas très loin après, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, j'étais rentré, donc quand je travaillais dans l'orphelinat avec des femmes, et j'étais très surpris parce qu'elles priaient dans l'église, elles faisaient le signe de croix, et je leur ai dit, mais pourquoi vous... Enfin, ça me dérange pas, mais pourquoi vous faites ça, quoi ? Et elles m'ont dit, bah en fait, nous, on a fait notre éducation chez les chrétiens, donc comme énormément d'Indiens, je sais plus ce que c'est, mais on peut considérer ça entre guillemets comme un soft power, parce que c'est quand même le pays le plus peuplé du monde, et une grosse partie des études se fait dans des établissements chrétiens, donc voilà, après c'est catholique ou protestant, oui. Ça dépend, mais en tout cas voilà, c'est un soft power d'ailleurs de l'église aujourd'hui, et c'est vrai qu'elle m'avait dit, bah nous en fait, déjà je suis reconnaissant d'avoir fait mon école gratuite chez les chrétiens. Et moi, je considère Jésus, enfin nous, comme on est polythéistes, je considère Jésus comme un dieu en plus. Quoi. Bah oui, ils sont très... Alors c'est marrant, dans les films Bollywood, on les voit souvent prier dans des églises quand ils vont en Europe, ou alors quand ils aiment bien filmer les très belles églises qu'il y a dans le sud de l'Inde. Et oui, en fait, c'est l'hindouisme... Alors, il y a des extrémistes hindous. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Il y a des extrémistes hindous. Mais l'hindouisme en soi, comme toutes les religions indiennes, originaires du sous-continent, c'est quand même quelque chose d'ouvert et c'est des principes spirituels avant d'être des dogmes. On peut prendre des dogmes à partir, il peut y avoir une vision très dogmatique de l'hindouisme, mais c'est avant tout une pratique et une essence spirituelle avant. C'est pas voilà, il y a pas de lévitique ou de charia indienne, mais hindou. Il y a des pratiques qui sont faites avec l'âge, mais il y a une très grande ouverture. Là où ça se rapproche de notre polythéisme comme on le connaît gréco-romain, c'est cette ouverture aux autres peuples. Donc il y a un côté un petit peu, je pourrais dire, peut-être pas millefeuille, c'est pas le mot, mais en tout cas c'est un peu moins figé et strict que les religions dites abrahamiques, qui sont des religions révélées. Donc là, il y a un livre. Là, il y a un livre, mais c'est pas une révélation. C'est parce que l'hindouisme, comme on l'a vu là avec la Veda, date du fond des âges. Et a connu lui-même plein d'évolutions. C'est passé du védisme au brahmanisme, aux premières formes d'hindouisme. Et aujourd'hui, on a une nouvelle forme d'hindouisme influencée, on le verra plus tard, par l'Occident, plus New Age, différente, ou alors ça a pu entrer en contact avec d'autres religions. Les soufis, en Inde, dont on parlera plus tard. Les soufis qui sont une branche de l'islam, c'est la façon, l'approche, on va dire, spiritualiste de l'islam, qui a eu de belles lettres, que ce soit culturelles et religieuses en Inde. Puisque en fait, ce qu'on doit retenir, donc ça je vais dire, donc c'est l'arrivée des Aryens, les castes et la naissance de l'hindouisme. Ah voilà, Indra, j'avais pas vu sur le truc. J'ai dit Rudra c'est le dieu du tonnerre. Aujourd'hui, mais oui, Indra, c'est Indra dont on parle sur tous les Védas et qui est écrit en sanskrit. L'arrivée du sanskrit et l'arrivée du système de castes avec les Indo-Européens. Voilà, et d'ailleurs on le verra ça plus tard, mais par exemple à Bali, donc une île en Indonésie où ils sont hindous, le système de caste est beaucoup moins figé. Rigide, oui. Beaucoup moins rigide. Donc il y a eu des moins évolutions. Ces histoires-là aussi, et aussi parce qu'il y a eu moins la tentation de se refermer sur une telle organisation sociale du fait d'autres invasions qui viennent ailleurs et qui du coup remettent en question le modèle social et qui fait que du coup forcément il y a une réaction qui se fait.
Alors oui, on peut se dire oui, en Indonésie, il y a l'islam, mais la façon... j'ai oublié le terme, ils ont un terme, les Indonésiens, pour parler de leur relation à la spiritualité, ou même si c'est 99% musulmans, c'est assez ouvert, c'est un pays très intéressant en Indonésie. Alors je connais mal, je connais que des clichés, du coup j'imagine que c'est très sympa tous les jours. En plus ils ont des bons coups en musique, c'est eux qui écoutent le plus de jazz fusion sur la planète, je crois. Mais c'est intéressant là-dessus, je pense qu'il y aura une petite analyse à faire entre l'hindouisme de Bali et l'hindouisme d'Inde dans cette religion et caste par rapport à l'histoire respective des gens qui l'ont pratiqué. Il me semble, alors ça c'est pareil, c'est à vérifier, il me semble que ça arrivait au 5e siècle après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. En fait, c'est plus qu'ils n'ont pas été convertis par les marchands qui venaient... parce que c'était pas une conversion guerrière, me semble-t-il, en Indonésie, c'était plutôt les marchands. Et c'est une île qui est restée un peu les irréductibles, on en parlera un petit peu tout à l'heure, j'étais allé là-bas d'ailleurs. Et tu sais que c'est marrant parce qu'ils ont un symbole un peu de la résistance contre les musulmans, parce que c'est pas aussi figé, mais il y a quand même, je crois, 1000 îles, plus de 1000 îles c'est gigantesque. en Indonésie. Il n'y a qu'une île qui est vraiment hindoue à 80%. Et ils ont le baby guling, qui est un plat de porc. En fait, c'est pour marquer leur différence avec les musulmans. Oui. Alors même que normalement on est un peu végétarien plutôt. Mais voilà, tout ça pour dire qu'ils se sont mis dans un autre... Dans une résistance, dans une revendication... Voilà. C'est Astérix et Obélix voilà, l'irréductible village gaulois qui... village hindou qui réalise... Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu le gros apport de l'Inde, si on devait résumer, c'est quand même les religions. Et c'est vrai qu'il y a eu donc de moins 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1206 après Jésus-Christ. Donc c'est des dates qu'on vous a mis... c'est pas un an près, hein, on va dire de moins 500 à 1200. Il y a eu les grands empires, la naissance du bouddhisme et du jainisme. Donc là c'est plutôt sur cette partie qu'on va voir. Donc est-ce que tu pourrais nous parler de ça, avec c'est vrai que la naissance du bouddhisme vers moins 500 et la naissance du jainisme donc vers moins 600. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, comment est-ce que ça s'est passé ensuite? Il y a eu un déclin du bouddhisme. Donc là c'est vraiment une très grosse période, on a pris pour que vous puissiez comprendre. Donc ça va sur 1700 ans, donc c'est très très long. Oui, donc voilà, Alors ça va nous faire la transition parfaite avec le chapitre précédent, parce qu'en toutes ces évolutions de l'hindouisme à partir de la Veda, le brahmanisme et tout, une école philosophique plus athée est née. Parce qu'en fait, l'hindouisme... c'est une religion, c'est la moins athée des religions, si je puis dire. Hein, enfin, c'est un peu compliqué à dire, mais l'hindouisme place l'essence divine au centre. En fait, c'est presque comme le monde des idées de Platon qui irradie le monde matériel. Et le bouddhisme et le jaïnisme, je connais plus le bouddhisme que le jaïnisme, même si c'est lié, vont prendre le contre-pied. En disant au contraire, non, le monde matériel lui-même est une illusion, il n'y a rien. Il n'y a pas d'essence divine à proprement parler. Surtout le jaïnisme est très athée, le bouddhisme est athée, mais le cache. Mais il est surtout très matérialiste et en même temps anti-matérialiste. Alors que l'hindouisme est peu matérialiste. Et alors c'est vrai que c'est intéressant que tu évoques les idées. Après, est-ce que tu ne penses pas que ce qui est à la fois la force et la faiblesse de l'hindouisme, c'est les castes. Est-ce que tu penses pas que ça permet la force, bon on les voit peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être compliqué, mais ça permet un peu de structurer peut-être une société où chacun a son rôle, même si c'est pas forcément très juste, donc faut pas être anachronique, faut le mettre dans son contexte. Mais est-ce que tu penses pas, et ça on le verra tout à l'heure avec aussi l'islam, est-ce que tu penses pas, parce que le bouddhisme renonce un petit peu à ce système de caste, est-ce que tu penses pas qu'aussi cette fameuse pyramide crée pas énormément de frustration? Est-ce que tu penses pas que c'est aussi lié à ça, le fait est qu'on crée, parce que quand on est Dali, quand on est intouchable, c'est horrible. Moi maintenant, mais pendant sur 5000 ans, on est foutu quoi. Bah justement, cet aspect pyramidal, cet aspect solaire de l'hindouisme qui fait que on part d'en haut et ça rayonne, ça ruisselle jusqu'en bas. Le bouddhisme va prendre le contre-pied. Après, ça a servi, d'exutoire à des frustrations sociales et politiques. Mais quand on voit la naissance, c'est né dans les castes supérieures. Siddhartha, on connaît tous son histoire, c'était un prince qui a vécu dans le monde, et il avait vu, au départ, il avait vu une personne malade, il avait vu une personne âgée, il avait vu un mort, enfin on connaît toutes les histoires, il médite, il va sous l'arbre du Bodhi,
Et voilà, mais c'était lui-même un très grand noble. Il est né dans la région du Népal, dans une région petite du Népal. Et le jaïnisme, pareil, c'était des sages hindous à l'origine, des brahmanes. Mais ça a permis à des gens de sortir de cette caste sociale. Et ça a eu des grands impacts, en fait, ce qui a aussi eu des répercussions politiques. Parce que, alors, on peut en parler, de l'empereur Ashoka. Qui est, alors lui pareil, il a une vie très bouddhique parce que dans le sens, c'était un grand guerrier et tout jusqu'au jour où après une bataille, il a vu toute la mort sur le champ de bataille et il décide de se consacrer au bouddhisme à la paix, de devenir presque un empereur ascète bouddhiste qui va dire c'est un petit peu Gandhi avant l'heure, non? Un peu, oui. Dans le sens, oui, parce qu'il a unifié l'Inde. Ouais. Tout l'empire d'Ashoka, il y a quasiment tout le sous-continent, même un peu plus. Et c'était, il a mis les principes de non-violence au cœur de son action politique. Aujourd'hui, vous voyez le symbole, le sceau de la République indienne, c'est le chapiteau qu'il y a. Il a été redécouvert assez tardivement, l'empereur Ashoka, mais ça montre bien qu'il y a eu le bouddhisme, même si aujourd'hui il est résidué en Inde, justement il a pris ses frustrations, il a tout pris ses tensions, ses violences politiques, et il a tout balayé pour former quelque chose de nouveau, quelque chose de plus apaisé, dont sûrement les gens avaient besoin aujourd'hui. Je sais pas comment on peut expliquer le déclin du bouddhisme, alors peut-être avec les séparations de différentes écoles, le fait qu'il s'est tourné, qu'il est allé plus vers l'ouest, mais pendant l'empire d'Ashoka, c'était la religion officielle. C'était, vous savez, il y a ces fameuses lois d'Ashoka qui font partie des premiers prototypes des droits de l'homme, avec le code d'Hammurabi, c'est encore avant, hein, mais c'est avec... alors, si vous avez joué à Civilization 4, là, vous avez des souvenirs, parce que moi, l'empereur Ashoka, c'est comme ça que j'ai découvert. Mais il y a une série à voir dessus. Alors, pour reprendre tout à l'heure, tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu, donc, il y a Siddhartha, donc il y a... Siddhartha, ouais. Siddhartha, pardon, je prononce mal, tu fais bien de me reprendre. C'est lui qui a fait la naissance du bouddhisme. Donc, est-ce que tu pourrais, tu nous as dit que tout le monde connaissait tout à l'heure. C'est le Bouddha. Mais explique-nous bien comment ça et les relations un petit peu avec l'hindouisme. Il y avait un. Parce qu'ils étaient hindous de base. Hein. Oui, ils étaient hindous. Il y avait un prince. Il avait vécu une vie d'aventurier, de guerrier. Il avait profité de la vie, de toutes les richesses qu'il pouvait avoir. Mais il était quand même de nature pensif. Et du coup, il s'est posé question, il a interrogé les brahmanes, et il n'a pas eu les bonnes réponses. Il a interrogé tous les sages hindous, il n'a pas eu ce qu'il cherchait. Et un jour, il a continué, il a exploré le monde en tant qu'ascète, il a vu la souffrance, il a vu la misère, et il s'est mis sous un figuier, l'arbre du Bodhi. Bodhi, c'est-à-dire l'illumination, c'est en pali, qui est un dérivé du sanskrit, dans lequel a été écrit les premiers textes bouddhiques. Le canon pali, qui est un ensemble gigantesque de textes, j'ai pas pris là, mais j'ai des petits extraits, il y a les sermons du Bouddha et trucs comme ça. Et là, il a eu l'illumination. Dans l'illumination, il a vu que le monde, il était dans un cycle qu'on appelle le samsara. Alors, la nature cyclique du monde, c'est aussi présent dans l'hindouisme, avec le karma. Et là, en fait, c'est le cycle du samsara, des existences. Les existences traversent ces grands cycles de temps où ils trouvent que la souffrance, la durka, si c'est bien ça le terme. Et en fait, on peut sortir de ce cycle du samsara, donc des réincarnations ou au-delà simplement de la souffrance, de ça, par l'illumination. En se disant que, en fait, tout ça n'était... Alors, c'est quoi le terme ? C'est les illusions, c'est... Ah bon, j'ai oublié le terme illusion, mais c'est dommage, c'est un des termes sanscrits à connaître. En fait, c'est un contexte que j'aime bien, j'ai un petit article là-dessus dans mon recueil et ici sur mon blog, qui est l'impermanence. En fait, le bouddhisme dit que tout est impermanent, c'est-à-dire que tout va disparaître. Tout, des galaxies, les humains, les dieux, le samsara, le cycle des existences lui-même, la roue karmique elle-même, voilà. Et tout a une non-identité aussi. Là, on reconnaît ça en tant qu'un livre. Oula, bon, je ne veux pas faire avec ça parce que je ne veux pas faire de blasphème pour nos amis hindous. Voilà, ça c'est un livre. Mais en fait, non, c'est des pages. Ces pages, c'est quoi ? C'est des trucs de papier. C'est quoi ces trucs de papier ? En fait, c'est... Alors là, je vais faire un peu de phénoménologie. C'est la façon dont je perçois cette matière qui est devant moi. Et en fait, si on réduit tout ça, c'est rien. Et nous aussi, on n'est rien. On a nous aussi cette non-identité, ce non-soi. Et en fait, c'est en faisant ces révélations-là qu'on accède à l'illumination
qu'on atteint donc le Nirvana, qui est voilà, qui est pas qu'un groupe de grunge avec Kurt Cobain en frontman et voilà, c'est aussi c'est cet état qui est aussi dans l'hindouisme, qui est une sorte de paradis, d'extase, qu'on arrive au bout de la bhakti, comment ça s'appelle là, de l'adoration, de se rapprocher de l'essence divine. Mais là, c'est la réalisation de toutes ces choses. Et c'est ce qu'il a eu, le Bouddha. Il a eu l'éveil. Et il s'est rendu compte de tout ça. Alors, il y a plusieurs branches. Il y a le Theravada et le... désolé, j'ai pas tous les termes, mais voilà, je vous fais confiance pour faire des recherches. Si je peux pas pour vérifier que je dis pas de bêtises, surtout. Et en fait, le Bouddha, il est revenu parmi les hommes pour faire cette révélation, entre guillemets. Pour parler de ça, même s'il y a eu d'autres, et il y en aura après, de Bouddha d'éveillés. Les bodhisattvas sont ceux qui ont décidé de rester pour faire l'enseignement aux gens qui souffrent dans le cycle des existences. Et à partir de là, il y a eu plein de sages, j'ai oublié tous les termes, mais il y a eu l'assemblée des nobles, qui s'appelait, mais c'est pas le noble dans le sens, c'est l'assemblée, bon, je sais plus, il a fait venir plein de sages, et à partir de là, ils ont codifié ses paroles, ses pensées, dans le canon Pali, et ça a créé le bouddhisme. Donc qui va contre-courant de toutes les philosophies qu'il y avait jusque-là. Est-ce qu'il croit en la réincarnation du coup dans le... Oui, en fait c'est très compliqué. Parce que l'âme est une illusion comme tout. Mais l'âme, vu justement, elle est tellement accrochée à l'illusion de soi qu'elle se laisse emporter dans le cycle des existences. C'est-à-dire que pour espérer ne plus souffrir, elle continue de souffrir en s'incarnant. Et on arrête de se réincarner. Mais après, il y a plein de versions parce que le bouddhisme, c'est extrêmement large. Il y a le zen, le bouddhisme tibétain, tous les bouddhistes de l'Asie du Sud-Est. Il y a le Theravada et l'autre courant dont le nom m'échappe. C'est pratiqué dans quel pays exactement ? Le bouddhisme ? Ouais. L'Inde, mais en minoritaire aujourd'hui, très minoritaire. Le Bhoutan, qui est bouddhisme d'État. Ils sont proches du bouddhisme tibétain. Le Tibet, n'en déplaise au parti communiste chinois. La Chine en soi, avec le bouddhisme Shan, qui a créé un dérivé, le Zen. Un peu en Corée, en sachant qu'en Chine et Corée, il y a aussi des aspects chamaniques, des aspects... comment ça s'appelle, confucéens, et des aspects taoïstes et locaux. Avec le chamanisme, il y a aussi évidemment en Mongolie qui a repris le bouddhisme tibétain, avec les trucs chamaniques locaux, comme un peu au Tibet, ils appellent ça le Bon, ou je sais pas comment ça se prononce, B avec le tréma, et c'est lié au... Voilà, et donc toute l'Asie du Sud-Est sont bouddhiques, et il y a de plus en... Et quelques petites quelques peuples sibériens, les Bouriates, et même jusqu'aux confins du Caucase, j'en parle un peu dans mon livre, il y a un peuple mongol bouddhiste aux confins du Caucase, donc presque en Europe. Voilà. Et aujourd'hui, en Occident, dans toutes les grandes villes, il y a des gens qui vont se revendiquer de l'hindouisme. Voilà, à Sèvres, il y a une pagode vietnamienne, Shan, donc comme le zen, fait avec des matériaux, il y aurait une relique du Bouddha dedans. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, vers la fin des années 70, les spiritualités, et 60 et 50 un peu, les spiritualités indiennes, ça a intéressé tout le monde, parce qu'elles sont extrêmement intéressantes, sont riches d'enseignements, que ce soit le bouddhisme ou l'hindouisme, et même le jaïnisme, qui est très radical dans son athéisme, et surtout dans sa non-violence, et dans son végétarianisme. C'est les premiers véganes, mais c'est très intéressant le jaïnisme. Je connais un peu moins. Le symbole, c'est la main, là. C'est Mahavira, c'est ça qui l'a Il me semble que c'est ça. Mais du coup, c'est une des 4 grandes religions qu'a créé l'Inde, avec l'hindouisme, Après, plus tard, il y a le sikhisme. Et le sikhisme, on va y venir. Et une autre, quelque chose s'appelait la voix de je sais pas quoi, qu'a écrit l'empereur Akbar. On y viendra justement après. Justement, tu fais bien les transitions. Donc, le chapitre 4, on va passer... donc, il y a eu à peu près 300 ans, on va dire, avec le sultanat de Delhi et l'islam de domination, donc à peu près de 1200 à 1525 à peu près. Donc c'est l'arrivée des Turco-Afghans. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que pour mettre en perspective, donc il y a eu l'Hégire en 622, donc il y a eu toute une période de conquête, donc on est allé jusque là, jusqu'à l'Afghanistan et tout. Et puis même on est allé en Europe jusqu'à Poitiers. Donc oui, jusqu'à Vienne. Jusqu'à Vienne, ouais. Effectivement.
aussi. Et du coup, c'est vrai que comment ça se fait que c'est arrivé entre guillemets aussi tard en Inde? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, alors c'est assez compliqué toute cette histoire de l'Inde en Chine. Il y avait déjà des premiers contacts avec des marchands sur les côtes. Vous savez, comme en Afrique de l'Est, avec les populations swahili, où il y a eu beaucoup de contacts de l'islam, il y a les marchands Zanzibar et compagnie. Et il y a eu déjà ça dès le début. Ce que je sais, c'est que, je me rappelle, c'est que assez rapidement, après le prophète, le premier califat, c'est les Abbassides. Oui, j'ai peur. Pareil, là, j'espère que j'ai pas offensé nos auditeurs hindous. Là, j'espère ne pas offenser nos auditeurs musulmans. C'est les Abbassides, il me semble. Les Abbassides, c'était dans l'Irak actuel, non? C'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Avec le drapeau noir. Bon, en tout cas, voilà, ceux qui ont le drapeau noir de califat. Ils ont réussi à capturer toute la Perse. En quelques années, ils ont conquis la Perse et ils l'ont complètement, radicalement... C'est l'Iran actuel. L'Iran actuel. Ils l'ont changé jusqu'à aujourd'hui. Alors là, ce sera un autre sujet très intéressant, la Perse. Et à partir de là, l'Afghanistan et tout, qui était dans l'ère perse. Et ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs grands conquérants. Babour, il arrive plus tard, il me semble. Je regarde dans nos trucs. Et en fait, à partir de Kaboul et tout, il y a eu le Sultan Delhi, qui était un grand état de tout le nord quasiment, en sachant qu'il y avait plein de gens qui se battaient contre, les Rajputs notamment. Et en fait, à partir de là, ça a commencé à apporter de l'islam sur le sous-continent de façon beaucoup plus active. Alors, c'était peut-être pas le sultanat de Delhi qui a le plus essayé et qui a été le plus prosélyte par rapport à Babour et aux Moghols. Mais ça commençait déjà avec pas mal de commerçants et tout pour faciliter. Mais c'était quand même assez excentré. En fait, cette partie-là, c'était le grand étendu de l'islam dès le début, cette explosion gigantesque. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que, alors aujourd'hui, il y a les films Dune et tout, mais l'autre fois, je relisais l'histoire de l'ascension de l'islam et je me suis dit, c'est quand même, Dune, c'est quand même vachement inspiré de ça. C'est passionnant, la naissance de l'histoire avant l'islam. Timothée Chalamet, un film voilà. qui est sorti il n'y a pas très longtemps, si vous voulez le voir. Ou le livre de Frank Herbert, voilà, qui est une version un peu, on va dire, mi-Laurence d'Arabie, mi-Légire. Dans un contexte de science-fiction, voilà. Parce que c'est vrai que l'islam, on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est un peu... on parlait du fil conducteur des religions, mais c'est vrai qu'une des failles aussi quand même de l'hindouisme, même si ça peut apporter un petit peu de structure, c'est justement les castes inférieures qui sont bloquées, quoi, qui sont... en anglais, on dirait stuck. Parce qu'elles sont complètement bloquées. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de conversions. C'est des proies, entre guillemets, faciles pour le prosélytisme musulman. Mais ils ont résisté par rapport à la... Ils ont su ne pas... ils n'ont pas été embarqués dans... Par exemple, par rapport à la Perse, il y a beaucoup plus... les hindous restent majoritaires. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette histoire, par exemple, vous êtes un boucher en Inde, vous êtes hindou à cette époque-là, le sultan de Delhi, vous êtes hindou, vous êtes un intouchable, vous êtes musulman, vous êtes un artisan reconnu, membre de la communauté, apprécié et qui a son savoir-faire. Donc, et en plus, et pour les marchands, c'était encore plus facile parce que ici, en adoptant l'islam, ils pouvaient commercer avec toute la péninsule arabique qui était très riche. Et vous savez, avant avec les croisades et tout, c'était grand lieu de transition économique entre l'Inde et le monde arabe. Et du coup, ça a pu faciliter aussi pour plein de commerçants qui pourtant étaient bien dans le système hindou. Et ça a beaucoup joué. Et en plus, surtout, alors je pourrais pas vous dire historiquement quel moment s'est fait toutes ces évolutions, c'est que l'islam, même s'il y a eu des islams conquérants et violents, il y a aussi eu des islams qui au contraire sont extrêmement bien accommodés à la culture locale. Vous voyez, là on parle du sultanat de Delhi par exemple, le fort rouge de Delhi, c'est un mélange parfait d'architecture locale, avec les belles briques rouges et tout, avec l'architecture islamique afghano-persane, et tout. Et il y a plein de choses comme ça où ça a apporté grandement, mais parce qu'en fait il y a une vraie forte adaptation. Alors on verra peut-être plus chez les Moghols, mais le soufisme a pris des lettres de noblesse énormes en Inde. Alors moi je trouve ça, j'adore les chants soufis. Alors là on parlait tout à l'heure de Kurt Cobain et de Freddie Mercury, un autre gars important de l'histoire du rock qui est mort beaucoup trop jeune. C'est Jeff Buckley qui s'est inspiré mais à fond de comment il s'appelle, Nusrat Ali quelque chose,
un chanteur pakistanais de soufi, chant dévotionnel soufi. Dans le contexte de rock indé, c'est génial. Et j'étais allé à un concert de ça. Moi, je conseille à tout le monde d'écouter la musique classique hindoustanie avec les sitars, la musique carnatique avec aussi tous leurs instruments, mais aussi les chants dévotionnels soufis pakistano-indiens, hindoustani en soi, qui sont vraiment cool. Et en fait, là, en toutes ces périodes, le sikhisme dont on pourrait parler, c'est aussi une façon de s'adapter parce qu'en fait, ils prennent un livre, ils rejettent pas tout à fait un concept de monothéisme, mais avec des adaptations très 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 indiennes et le turban, et c'est des religions qui naissent à ce moment-là. Et en fait, l'islam, il y a eu des moments terribles, mais je sais plus si Babour, à quelle époque il est. Je suis désolé, Babour, c'est un des. Vous voyez Tamerlan, qui était un conquérant extrêmement sanguinaire, hein, qui venait un peu des steppes turco-mongoles. Bah oui, c'est plus tard, turco-mongol. Ouais, on verra ça. Et Babour, il a massacré des millions de personnes quand il est arrivé en Inde. Mais le sultanat de Delhi, je suis sûr qu'il y a eu des accrochages. Moi, j'ai en tête plutôt un syncrétisme, que ce soit architectural, musical, artistique, qui a apporté, et le sikhisme en soi. Mais alors les Sikhs, ils ont eu leur état avec leurs princes et tout, ils ont beaucoup résisté contre eux aussi, mais ça c'est très compliqué, l'histoire médiévale indienne et l'histoire pré-moderne indienne, enfin pré-moderne dans le sens époque de la Renaissance et tout, qu'on appelle pré-moderne même pour l'Europe. C'est un peu... Je suis pas spécialiste. Oui, non, mais justement, pour le chapitre 4, du coup, on a vu avec l'islam et le sultanat de Delhi, donc il y a eu l'arrivée des turco-afghans, les mosquées, l'art indo-islamique. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'hindi s'est développé ou c'était encore avant Je crois, en tout cas, qu'il s'est développé des deux côtés en hindi et ourdou. L'écriture utilise le Devangari, qui est le même que le sanskrit, mais l'ourdou s'écrit avec les mêmes calligraphies que le persan qui est dérivé de l'arabe. Donc là, ça vient de ces époques-là aussi. Okay. Et il y a eu des grands substrats qui datent de là, de la langue hindi. Et d'ailleurs, à la cour du sultan de Delhi, la poésie et tout, c'était mis en avant et dans des langues hindi. Plus que dans le perse, il me semble. À vérifier. Là encore, voilà. Mais non, après, faites-vous vos sources. Nous, on vous donne aussi des éléments pour que vous puissiez comprendre. Après, c'est à vous aussi de regarder. Parce que là, il y a le chapitre 5 que tu peux voir là. Donc, donc le chapitre 5, c'est plutôt, là, on a fini avec l'islam et le sultanat de Delhi. Donc, c'est plutôt l'empire mongol et la naissance du sikhisme. Ça c'est ouais. C'était écrit en petit. Voilà, c'est ça, c'est écrit en petit. Donc, hop là, je te mets là, c'est à partir d'ici. Voilà. C'est un problème d'impression. Ouais. Non mais oui, l'empire moghol, justement, c'est un autre empire qui sera quasi unificateur. Il aura des concurrents, les Maharathis. Il y a les Rajputs qui ont toujours résisté un peu. Et on verra un peu plus tard les Européens. Mais en fait, juste après. Voilà, les Moghols, c'est une grande dynastie d'origine persane, Moghol, parce qu'en fait, ils ont aussi des liens, comme on l'a vu avec Tamerlan et Babour, avec les Mongols de Mongolie, de Gengis Khan et tout, qui pareil, alors là, quand on parle de déferlante, on a parlé des Indo-Européens, on a parlé de l'islam, l'autre grande déferlante démographique et tout, de toute l'histoire du monde, c'est les invasions mongoles du Grand Khan, qui a unifié des tribus des steppes et qui là a changé littéralement la face du monde. Il a 10% de la population mondiale est morte dans les invasions et genre 1% sont directement des descendants de Gengis Khan et je sais pas combien de pourcents de son armée. Et tu sais que c'est... Alors je fais un petit aparté sans forcément... Pendant les JO, il y avait la maison de la Mongolie. Et c'est très intéressant parce qu'ils tirent à l'arc avec leurs pieds, etc. Il y a tout un folklore. Oui, ils sont incroyables. Et c'est un pays qui est très peu peuplé aujourd'hui et qui est très circonscrit, donc entre la Russie et la Chine, et qui est une démocratie, je crois. Hein, assez, un peu corrompu peut-être, mais assez démocrate. Il n'y a pas de... il n'y a pas de dictateur ou quoi. Je trouve que c'est un pays fascinant. Moi, j'ai fait plein de recherches ces derniers jours dessus aussi. Et t'aurais bien aimé, du coup, la maison, parce qu'il y avait... Et c'est un peu leur... je dirais pas le Napoléon, c'est un peu différent, parce que... Puis c'était... Napoléon a fait des choses bien, des choses pas bien comme tout le monde, hein, mais je pense qu'il a quand même moins massacré que Gengis Khan. Ouais. Parce que c'est les fameuses invasions des Huns aussi. Les Huns c'est avant, c'est pas avant l'Empire romain, mais les Huns c'est mystérieux, on sait pas qui ils sont, il y en a qui pensent que c'est des Mongols. Moi je suis pas sûr, pour moi c'est peut-être des peuples altaïques et tout, mais je pense pas que c'est des Mongols. Parce que moi j'avais ça en tête, mais c'est peut-être pas forcément... Ah non, c'est pas mauvais de dire ça. Hein, parce qu'il y a le film un petit peu Mulan aussi, où justement c'est les Chinois qui essayent de se défaire des Huns. Oui, ils ont dû mettre un pour les Mongols, parce que les Chinois ils ont tout le temps des histoires avec les Mongols, avec les peuples des steppes, tout le temps jusqu'à...
Alors aujourd'hui, c'est les peuples des steppes qui ont des problèmes avec les Chinois. Enfin non, quoique pas au Kazakhstan et tout, mais je pense aux Ouïghours. Les Qing, les Xing, pardon. Là maintenant, c'est les sinophones qui vont s'énerver contre moi. Les Xing, c'était des Mandchous, donc des peuples des steppes qui ont un truc. Et il y a eu la dynastie Yuan, qui était une dynastie mongole, qui était Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis. C'est comme si c'était un famille de Gengis Khan, de Temujin, si vous préférez. Et ouais, non, il y a tout un... En fait, c'est un peu, voilà, ils sont restés dans l'imaginaire mondial comme les grands envahisseurs. Et aujourd'hui, c'est des gens, ils sont tranquilles, ils ont leurs chevaux, ils ont leur musique, ils sont calmes. Parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses là-bas. C'est vrai qu'il y a eu le Taj Mahal qui a été construit à ces moments-là. Oui, qui est, voilà, à Agra, du coup, on en parlera dans les exemple voyages. de syncrétisme architectural, islamique et local. Il y a le biryani aussi qui a une très bonne recette de cuisine qui viendrait de là. Alors c'est toujours compliqué parce que c'est des plats. Il y a eu plein d'influences. Oui, parce qu'en fait les Mongols ils sont en même temps perses, un tout petit peu mongols, un tout petit peu kurdes, un tout petit peu afghans, kazakhstanais et tout. En fait, vous voyez, les Ottomans c'est des Turcs qui ont été persifiés, qui ont été arabisés, qui sont établis en Turquie. Qui sont en Anatolie plutôt. Les Mongols, c'est à peu près ça. C'est des Mongols qui sont passés par plein de trucs. Et en fait, au final, ils ont de culture quand même assez persane. Mais aussi imprégnées des choses locales. Vous voyez, l'artisanat mongol, c'est très beau. Et on voit vraiment le côté indien. Mais en même temps, on voit le monde musulman dans toute sa diversité qui s'exprime. C'est assez intéressant, l'architecture. L'artisanat et tout, mais il y a cet aspect indien qui sont quand même... En fait, les Mongols, pareil, comme on parlait d'imposition culturelle et tout, ils ont jamais cherché à s'imposer. Ils ont pris de tous ceux qui se sont envahis. C'est pour ça qu'il y a des Mongols bouddhistes, c'est pour ça qu'il y a des Mongols, des Turco-Mongols, vu qu'ils sont venus par paire. C'était des peuples des steppes qui venaient de là, unis par Gengis Khan. Il y a des Turcs bouddhistes, des Turcs mongols, des Mongols musulmans. Oula, bon, je me suis embrouillé, mais vous voyez, les Ouïghours sont plutôt d'ascendance turque, non? Oui, c'est des Turcs, comme au Kazakhstan, comme alors en Azerbaïdjan, non. Si c'est turc. C'est au Tadjikistan que c'est des Perses. Tu m'en apprends tous les jours. Les Ouzbeks sont des Turcs. Les Bouriates sont des Mongols. Les Touvins sont des Turcs qui sont bouddhistes. Les Touvins, c'est en Russie, c'est les Tuvatanu. C'est des bouddhistes turcs. Après, quand on dit turc, il faut pas penser à Mustafa Kemal, même aux Ottomans. Faut pas penser à Suleiman le Magnifique. Faut pas penser à Recep Tayyip Erdogan. Faut penser les peuples qui viennent des steppes avec les Mongols. Et qui... Où est-ce que situé? Qu'est-ce que tu entends? Mongolie, Asie centrale, tous les grands territoires d'herbe avec des chevaux magnifiques et des cavaliers tout aussi aptes à maîtriser ces chevaux magnifiques. On en parlait tout à l'heure un peu avec les Indo-Européens qui venaient de la base, mais... Parce qu'il y a eu... donc je reviens plutôt sur le sujet de l'Inde. Il y a eu l'art florissant aussi sous Akbar à l'époque des Mongols, c'est ça? Alors, Akbar, c'est un empereur... Alors pareil, il y avait une série sur Ashoka, il y a un film sur Akbar, Jodha Akbar. Si vous voulez mettre un film un peu historico-romantique, c'est très intéressant. Mais l'empereur Akbar, dans tous les cas, c'est un personnage fascinant. Parce qu'en fait, il a eu... alors c'est romancé dans le film, mais il avait vraiment eu une épouse indienne qui ont été hindoue, plutôt qu'indienne pour faire la différence avec les musulmans, à qui c'était vraiment tiché. Et lui, en fait, il s'est dit on va pas discriminer les hindous, parce qu'en fait, les Mongols, ils étaient beaucoup plus durs dans la promotion de l'islam que le sultan de Delhi, par exemple. On a parlé de Babour et tout. Et lui, il a dit non, on va au contraire faciliter le truc. Et il a fait venir les sages soufis, il a fait venir des brahmanes, même quelques bouddhistes et tout. Il a dit on va créer une religion, j'ai oublié le terme, ça va rester longtemps, ça va être la religion officielle de la dynastie moghole, qui est une religion qui promeut la paix, la vénération du divin, le syncrétisme, c'est un truc de hippie. Faut être gentil, pas méchant, c'est pas gentil, mais c'est très beau, c'est très intéressant, je dis pas ça pour dénigrer. Et en fait, il a été très impopulaire auprès de l'administration moghole, plutôt populaire auprès des hindous, et il est le symbole pour moi d'un islam indien,
porté par le soufi, qui va prier avec les hindous, qui est pas du tout en mode imposition de quoi que ce soit, mais au contraire dans un syncrétisme qui, je trouve, existe vraiment. Enfin, a existé. Aujourd'hui, il y a des extrémistes dans tous les sens, mais l'empereur Akbar, voilà, il a créé cette sorte de religion. Il mélange le soufisme, l'hindouisme, le jaïnisme, tout. Le sikhisme. Et je sais plus le nom, il a appelé ça quelque chose doré. Et oui, les arts, mais ça a pris sous le règne de l'empereur Akbar, c'était un règne où il était protecteur des arts. Et la musique hindoustanie s'est grandement enrichie. Il y a eu de grandes illuminures. Vous voyez le Palais des Vents, je crois, comment ça s'appelle ? Ah, j'ai un trou. Je crois que c'est à Delhi. Tout ça, tous ces moments d'architecture grandement élevés. En fait, l'empereur Akbar, c'est... imaginez, voilà, c'est, on va dire, l'un des pics de l'Empire moghol. Et alors l'Empire moghol, il va être très déclinant. Ça fait vraiment fin de règne à la fin... par la révolte des Sipais, je sais plus comment ils se débarrassent, les Britanniques, de l'empereur, mais genre, c'est presque comme si les gens avaient oublié qu'il était empereur. Et ça fait comme le dernier empereur de Chine qui était régné que sur la cité interdite, presque. Et en fait, oui, Akbar, lui, c'est un peu, on va dire, l'âge d'or positif. En fait, on retient l'empereur Akbar comme on retient en Andalousie, mais c'est en moins romancé que l'histoire de l'Andalousie qui était plus violente que ça. Ouais, c'était ça. Vraiment, même si... Mais après ça, son frère, dont j'ai oublié le nom, prend le pouvoir, et lui il est en mode, bon, les hindous, vous allez arrêter vos trucs, maintenant on va être sérieux dans la promotion de l'islam. Mais l'empereur Akbar, c'était une petite touche de tolérance. Parce que le soufisme, justement, qui est présenté souvent, pour simplifier, comme un islam très tolérant, très soft. C'est plus compliqué que ça, mais oui, c'est comme ça qu'on le présente. Pour simplifier pour nos auditeurs. Et c'est vrai qu'on va y venir après au passage de flambeau, un petit peu, vous savez, comme sur le 100 mètres. Parce que malheureusement, on en parlait tout à l'heure avec les théophanes, aujourd'hui les nationalistes hindous, donc avec Modi, donc, qui est le Premier ministre actuel, pour prendre la bonne terminologie de l'Inde, ce dont ils se plaignent, c'est d'avoir été souvent en fait colonisés, en fait, et d'avoir enfin leur propre pays. Bah oui, mais et c'est le cas aussi. Hein, là, j'essaie de peindre un truc un peu dans tous les sens, mais oui, il y a eu des répressions, il y a eu une colonisation culturelle, il y a eu une éradication culturelle d'une certaine façon. L'Inde était avant gouvernée par l'Inde, là l'Inde était gouvernée par des perso-afghans, un peu mongols. Bon, alors il y a eu le sultanat de Delhi avant, mais c'est vrai que du coup, entre le sultanat de Delhi et les Mongols, voilà. Après, ça a passé le flambeau plutôt, malheureusement pour les hindous. Ouais, je pense qu'il y aura des grands débats historiques sur qui était le pire, les Mongols ou les Européens. Il y a, alors je sais pas comment ça s'appelle, des livres de référence de la gauche anticoloniale, mais en général pas dans un sens 20e siècle, mais en général, c'est un qui avait fait ce que l'Inde a perdu avec le colonialisme contre les Européens. J'ai oublié le terme, mais c'est un livre super connu. Et en fait, c'est des grands débats de savoir, les nationalistes hindous, ils vous diront que c'est l'invasion musulmane, mais c'est vrai que voilà, il y a eu des massacres, il y a eu des choses comme ça, et il y a eu une perte d'indépendance et de liens culturels. D'autres, ils diraient que la tragédie, c'était le Raj qui a privé l'Inde de sa dignité. Les Moghols, ils étaient durs, mais ils gouvernaient sur place. Là-bas, ils étaient gouvernés depuis Londres. Bon, le Raj, c'est un peu plus compliqué administrativement, mais c'est du colonialisme, donc c'est comme ça que... Il y a des avantages et des inconvénients, entre guillemets, dans chaque colonisateur, parce que la dernière religion qui a été créée en 1469, avec le sikhisme, donc est-ce que c'est un mélange entre l'hindou et l'islam ? C'est un peu particulier, le sikhisme, parce qu'aujourd'hui, c'est parmi les gens les plus éduqués. C'est vrai que moi, quand je montais dans l'avion en Inde, il y a beaucoup de turbans, alors ils ont tout un rituel avec des sabres. Oui, on va pas faire une émission spéciale là-dessus. Leurs couteaux cérémoniels, ils sont très grands en plus, les Sikhs, ils ont leur magnifique barbe et tout, on les reconnaît. Mais on voit de l'hindouisme dedans, on voit peut-être de l'islam, mais c'est quand même autre chose. C'est vraiment leur religion à eux, avec ça s'appelle les règles d'or, ils ont leur temple. Aujourd'hui, il y a même des nationalistes sikhs. Au Canada, il y a des gros problèmes diplomatiques avec l'Inde par rapport à des histoires d'indépendantistes sikhs qui veulent l'indépendance de la région où ils sont et tout, contre des hindous, et des hindous contre des nationalistes sikhs, ce qui a provoqué des désordres gigantesques au Canada, dont la chute de Trudeau aujourd'hui, et on verra si ce sera la chute du Parti libéral ou non.
C'est en partie lié à ça. Parce qu'un des leaders de l'opposition qui est un petit peu allié à Trudeau, me semble-t-il, on le voit dans la chambre des représentants oui. et Sikh. Alors, il est un C'est peu le allié chef de du circonstances. NDP. Il est allié de circonstances, c'est ça avec Oui, Trudeau en fait, c'est le parti, les nouveaux démocrates, je dirais les Québécois, c'est le NDP, New Democratic Party, qui est un parti, vous voyez, un peu socialiste, mais à l'américaine. Genre en mode New Deal, Union, on chante des chansons de Woody Guthrie, on est un peu rural, on est fiers d'avoir des vestes à flanelle. Et lui, en fait, il est très moderne. Hein. C'est un... Alors, Ramjit Singh... Non, Singh, c'est Singh. Bon, ils s'appellent tous Singh, mais Ramjit Singh... j'ai oublié son... Bon, je suis désolé, je m'excuse, voilà, cette fois-ci au Canadien. Et il a tout le temps... tout le monde, là. Ouais, il a tout le temps les baskets et tout. Mais lui, c'est pas un Sikh très pratiquant, il parle très peu la langue et tout. C'est un pur Canadien, je crois qu'il est de Toronto. Ah, il est peut-être de... Ouais, bon, en tout cas, c'est dans la tête, c'est vraiment l'Indien de troisième génération, mais qui a réussi. Et les Sikhs au Canada, ils ont grandement réussi. L'ancien ministre de l'héritage de Justin Trudeau, c'était aussi un Sikh, celui qu'on voyait tout le temps derrière lui à une époque. Je me disais, mais pourquoi il y a tout le temps un Sikh ? Il y a beaucoup de ministres d'origine Sikh en Inde. Je crois qu'il y a eu le ministre de Et- l'énergie pendant un moment. Oui, mais parce que les Sikhs, oui. Et alors il y a eu plein après. Je sais pas si on va parler d'Indira Gandhi et tout ça, mais les Sikhs, ils arrivent bien à s'en sortir partout. D'accord. Et ils ont été un peu favorisés pendant l'administration coloniale parce qu'ils étaient un peu au-dessus de la mêlée des tensions religieuses entre le Congrès et la Ligue musulmane de Jinnah et tout. Et aussi parce que c'était des grands guerriers, c'était des chevaliers, voilà, ils ont des ordres de chevalerie, les Sikhs, c'était des vrais grands guerriers. Et avec des codes d'honneur et tout l'arme. Et donc, du coup, ça faisait déjà des troupes d'élite parfaites. Car ensuite, ils sont battus vaillamment pendant la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale en Europe. Je crois qu'il y en a plein qui sont morts, il y a des films là-dessus et tout. Mais c'est des grands guerriers, donc ils ont tout de suite été favorisés, mis en avant. Puis ils sont basés sur un peu le rejet des castes aussi, parce qu'il y a pas Oui, de castes. aussi. Encore une fois, c'est à la fois, bon, ça peut être une force parce que ça structure la société, mais les castes, ça peut être aussi une faiblesse, parce que c'est vrai que ça instaure une inégalité de naissance, quoi. C'est-à-dire Oui. que nous, on avait la monarchie de droit Dans un divin. divin absolu, où là, effectivement, c'est très vertical, on est... dans la famille royale, c'est toujours le cas dans beaucoup de familles royales, la famille royale d'Angleterre, etc. Mais là, c'est encore pire parce qu'on peut même pas y accéder par mariage. Oui. Et donc, du coup, c'est très cloisonné, très compliqué d'en sortir. Et c'est un peu toujours le terreau des autres religions. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant de religions qui sont créées aussi. C'est parce que, après, le sikhisme, en soi, c'est aussi ça a presque un aspect ethnique. Parce c'est pas facile de se convertir pour devenir sikh. Faut presque être né dedans, il y a des rites initiatiques. En soi, c'est un peu proche du judaïsme là-dessus. c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus égalitaire que l'hindouisme, on va dire, des castes, mais... Mais ils sont souvent comparés aux juifs d'Inde un petit peu, parce que sans tomber dans les clichés, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde les statistiques, vous savez, il y a des statistiques même à New York où c'est 10% de la population, semble-t-il, mais c'est la moitié des avocats, la moitié des médecins, etc. C'est un peuple d'élite, comme dirait le général de Gaulle, justement. Ben là, c'est un petit peu le même principe. Oui, dès que vous montez dans un avion, dès que vous êtes dans des quartiers riches, il y a beaucoup de Sikhs, et ils sont d'ailleurs majoritaires au Pendjab, donc qui est un état qui est collé... c'est d'où les indépendantistes qu'il y avait au Canada, dont je parlais plus tôt. Mais je pense justement... Mais ils sont diffusés aussi dans toutes les grandes villes, dans tous les centres de grandes décisions, ils sont vraiment présents. Et justement, ils sont beaucoup intéressés au commerce, il y a aussi beaucoup de médecins. Mais je pense que la comparaison avec les juifs, sans chercher des clichés qu'on ne partage pas ici, mais... dans le judaïsme, ils ont toujours été, même si dans l'Yiddishland il y avait des villages et tout, je parle des juifs qui vivaient en Europe, ils ont toujours été proches des centres urbains. Il y avait des métiers interdits aux chrétiens qu'ils ont pu exercer, mais surtout, c'est aussi pour ça le succès des huguenots protestants. Ils faisaient la bar mitzvah, on récite la Torah. Ils apprenaient à lire et ils étaient très lettrés. Et les Sikhs, pareil, ils mettent vachement en avant la lecture, et des initiations. Et du coup, ça a permis de créer des richesses générationnelles, et ça a permis surtout d'avoir déjà, au moment de la révolution industrielle, des gens qui avaient les codes urbains. Donc, dans un exode rural, si tu as été relégué pour des raisons X ou Y en tant que commerçant, si en plus tu as déjà une culture du livre,
de savoir lire et écrire, et que voilà, en plus t'es habitué à évoluer dans un monde urbain, c'est sûr que t'auras du succès économique. Voilà, je pense que plutôt que de chercher des explications bizarres, c'est ma théorie. Et ils ont été un petit peu persécutés, peut-être, non? Les Sikhs, oui, c'est un peu compliqué. Ce que je sais, c'est que dans les années 70, Indira Gandhi, la première ministre de l'Inde, était en plus ou moins guerre contre les Sikhs. Elle s'était fait tuer par un peloton d'exécution entre guillemets improvisé par des soldats sikhs contre elle. Parce qu'en fait, les Sikhs, ils les accusent souvent d'être discriminés parce qu'ils sont une minorité. C'est 30 millions à peu près. Hein. Oui, mais à l'échelle indienne, c'est une minorité. C'est ça. Et parfois, alors, ce qui était marrant, une fois, j'étais tombé, vous savez qu'on se perd un peu sur Internet, sur des hindous qui disaient que le parti du Congrès était alors le parti du Congrès, c'est celui d'Indira Gandhi, hein, donc les Sikhs ont tué quelqu'un du Congrès, soi-disant contrôlé par les Sikhs, et en fait un raisonnement complotiste, et c'est pour ça que je trouve qu'elle est intéressante, la comparaison avec les Juifs en Occident. C'est que d'un raisonnement complotiste en mode c'est eux les riches qui contrôlent tout, qu'on trouve la même chose que dans les délires de je sais pas qui aujourd'hui, comme il s'appelle le néo-nazi aujourd'hui en Amérique, là j'ai oublié, là l'autre fou, c'est les mêmes types de raisonnement. Donc en fait je pense que oui, il y a des discriminations et trucs comme ça, il y a des liens, c'est assez intéressant, voilà, si vous êtes sikh, n'hésitez pas à nous faire votre témoignage. Oui, parce que c'est vraiment très intéressant tout ce qu'il y a au niveau des Sikhs. Donc on a fait un petit aparté pour expliquer cette quatrième grande religion qui s'est créée en Inde. Donc après l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et les soufis, voilà, il y avait les et Sikhs, même le soufisme, donc qui est une branche de l'islam. C'est vrai qu'on aurait pu rajouter une cinquième. Là maintenant on va voir plutôt... Et les farsis dont on a parlé au début avec Freddie Mercury. C'est ça, le zoharisme. Le zoroastrisme, voilà, les zoroastriens, il y a les farsis. Et là, du coup, c'est vrai qu'on passe plus sur la domination, entre guillemets, enfin je dis entre guillemets, mais c'est parce que ça s'est fait en deux étapes, donc il y a eu un peu une période de transition, donc qui est les comptoirs européens en Inde, donc entre 1498 et 1857. Et ensuite, on va le voir, donc ça a été un petit peu la transition, donc c'est là où les Européens ont, entre guillemets, pris leur marque, et c'est là où on a vu que le pouvoir mongol aussi s'est affaissé, en fait, les Européens ont pris des parts de marché, en fait. Et aussi... ensuite, après, à partir de 1857 jusqu'en 1947, on verra ça après, il y a les Anglais qui sont venus coloniser de manière plus pérenne. Tout choper, voilà. Voilà. Ils ont fait un peu ils ont un peu tout. Ils ont pris la mise complète, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voyait à l'époque. Donc voilà, excuse-moi, vas-y. On part sur les comptoirs européens, donc avec Vasco de Gama en 1498, qui arrive à Calcutta, donc qui est le Calcutta actuel. Et ça marque l'arrivée des Portugais en Inde. Alors ce qu'il faut savoir, on en parlait tout à l'heure, il y a eu plusieurs pays européens. Oui, il n'y a pas eu que l'Angleterre. Il n'y a pas eu que l'Angleterre, il y a eu aussi les Portugais, les Néerlandais, les Français et même les Danois. Ouais. On en parlera, ça c'est assez curieux, on l'a appris honnêtement tous les deux. Oui, là, c'était temps. On ne savait pas. Donc il y a des Indiens luthériens, ça doit être phénoménal à voir. Je veux bien imaginer comment on pourrait dire, la chaleur des couleurs indiennes face à l'austérité, la sobriété luthérienne, ça doit être à voir. Mais ouais, parce que ce qu'il faut se dire, c'est à l'âge des découvertes, on cherchait les routes de l'Inde, parce qu'avec les croisades et tout, le commerce des épices et tout a été bloqué, voilà, ça on connaît. Mais en cherchant l'Inde, on a trouvé l'Amérique, mais on a quand même trouvé l'Inde. Et l'Inde restait quand même très important en termes d'épices, de commerce, de bois rares, de tout un tas de choses. Et donc oui, Vasco de Gama, il arrive en 98, Christophe Colomb l'a tenté en 92, mais dans tous les cas, en fait, ça répondait à ses mêmes besoins, à sa renaissance, de trouver un contournement à la route de la soie et tout, qui était contrôlé à cette époque-là déjà par les Ottomans. Ouais, non, ouais, il y a eu chouette de Grenade avant. Il y avait de la piraterie aussi beaucoup en Oui, il y avait les barbaresques et tout. Et là-bas, il y en avait moins. Alors, il y a la piraterie en Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est qui est assez intéressante aussi à étudier. Je sais, plus loin, il y a les pirates japonais qui ont terrorisé les côtes chinoises et indo-chinoises pendant des années. Mais là, il y a moins de piraterie. Mais même s'il faut passer par toute la Corne de... Ah, la Corne de l'Afrique, il y avait peut-être déjà la piraterie à l'époque, je suis pas sûr.
vu que c'était dans les zones. Mais l'Inde, finalement, on l'a trouvé un peu plus tard que l'Amérique, mais quand on a fini par le trouver, finalement, les Européens aussi, surtout avec les traités qui faisaient que l'Espagne avait la part du lion du Nouveau Monde, il fallait quand même trouver un moyen d'avoir des épices et du bois et toutes ces choses rares, et donc ils y sont tous allés. Et la France, on a eu un parcours quand même assez intéressant, qu'on tend à minimiser au Bouillet. Ou parfois justement qu'on survalorise, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on va partir sur chacun des pays. Donc effectivement, on a commencé à parler des Portugais, donc qui sont arrivés, qui se sont partagés donc dans un traité avec les Espagnols aussi. Le Terçadillas. Terçadillas. J'ai tout en parle, à chaque fois j'ai peur de dire quesadillas à la place. Quesadillas, donc qui sont c'est des tacos au fromage, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont arrivés, les Portugais, surtout à Goa et à Daman et à Diu, donc ils ont ils ont une approche un peu moins pragmatique, ils ont beaucoup essayé de convertir les gens en fait. Oui. Et c'est vrai qu'à Goa, il y a toujours, une grande présence chrétienne. Grosse présence chrétienne, et il y a comment on appelle ça, le Kerala en dessous, donc qui est pareil, où il y a une grosse présence chrétienne. Et c'est vrai qu'ils ont toujours plus cherché à ça plutôt qu'à faire du commerce. Et c'est vrai qu'après, il y a eu les Néerlandaises avec la compagnie néerlandaise des Indes aussi. Et eux, c'était plus le commerce, voilà, les catholiques et les protestants. Donc là, ils étaient à Pulicat, dans le Tamil Nadu, donc qui est pas très loin du Sri Lanka, pour vous mettre un petit peu, c'est en face des côtes du Sri Lanka, et à Cochin. Et ils se concentrent plutôt sur le commerce, et avec l'Indonésie aussi, qu'ils ont colonisé pendant longtemps. Et d'ailleurs, alors, après on verra, mais il y a eu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Théophane, c'est ce que j'ai appris et ce qu'on a appris avec nos recherches, c'est qu'ils ont apporté beaucoup d'hindous, en fait, les Néerlandais, donc c'était à Mollusque, ça s'appelle comme ça, donc c'est une île où il y a beaucoup encore d'hindouisme là-bas. Après, il y a eu on verra les Français, les Anglais qui ont été quand même les plus importants, je dirais, sur le long terme, mais il y a même eu les Danois, donc à Tranquebar, et aussi vers comment on dit, le Bangladesh actuel, donc ils avaient des comptoirs. Et là, effectivement, il y a eu l'héritage luthérien, mais on va plutôt partir sur les Anglais, et on va partir, et après on va finir le meilleur pour la fin, les Français. Donc comment les Anglais, avec leur East Indian Company, la compagnie des Indes orientales, me semble-t-il, comment est-ce qu'ils ont fait, d'ailleurs on prévoit un épisode de podcast sur le thé, parce que c'est très intéressant, on va pas trop s'étaler là-dessus non plus, parce qu'il nous reste des chapitres. Donc comment ils ont fait les Anglais, en fait, pour commencer c'est en fait les prémices de la colonisation indienne. Donc ça a été une lutte d'influence surtout entre les Français et les Anglais, un petit peu les Portugais, mais voilà, ça c'est plutôt... En fait, le sous-continent, il était morcelé à cette époque-là. Les Moghols, ils commençaient déjà à être affaiblis. Il y avait les Marathis qui luttaient contre les Moghols, qui pouvaient parfois avoir des territoires gigantesques dans l'Inde. Et les Anglais, la stratégie classique de l'Anglais, c'est dans l'histoire, c'est de diviser pour mieux régner. Et ils l'ont fait avec brillance. Ils ont réussi parfois plein de batailles face à des rois locaux, en sous l'ombre vaincre des armées gigantesques. Et finalement ils avaient ces comptoirs, et à partir de là ils s'implantent, surtout ils commencent à avoir une maîtrise du territoire, de la civilisation, des spécificités locaux, du climat et tout, qui leur sera un avantage gigantesque. Et même s'ils font ça aussi de l'autre côté, dans les Indes occidentales, donc les Caraïbes et tout. Et en fait, ça leur fait un énorme point d'avance par rapport aux autres, parce qu'ils sont plus nombreux, ils ont la meilleure marine du monde. Même si les Français, on a plein de moments, on est allé les titiller, ils ont gardé la meilleure marine du monde, qui a fait que, en fait, quand tu dois acheminer des épices entre le sud de l'Inde jusqu'à Londres, ou jusqu'à l'Amérique du Nord, dans un cadre de commerce déjà mondialisé, ce qui leur a permis de tenir plus facilement. Nous, on a essayé de venir. On a notre stratégie, comme en Amérique du Nord, qui était plutôt de s'allier avec les locaux, et en faisant un peu de commerce et tout, qui a, semble-t-il, quand même moins marché que celle des Anglais, même si on a eu la guerre de 7 ans, qui est finalement la première vraie guerre mondiale. C'est ça. Ouais, très peu. Il faudrait faire un podcast là-dessus, parce que c'est très peu connu, et moi je pense que c'est parce qu'on l'a perdu. Quand je dis on laissait les Français, c'est pour ça qu'on en parle. Mais elle est plus connue chez les anglo-saxons, mais quand même, c'est pas la...
Ouais. Parce qu'en vrai, si on réfléchit bien, la Première Guerre mondiale, c'est la guerre de 7 ans. Ensuite, les guerres napoléoniennes. Ensuite, la première et la deuxième. Mais je suis sûr qu'on peut en trouver une autre au milieu. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que c'était encore plus. Alors, effectivement, il y a eu les guerres napoléoniennes, mais c'était quand même très tourné vers l'Europe, à l'image de la Première Guerre mondiale aussi, quand même. Même s'il y a quand même des affrontements. Alors là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, tout le monde reparle de ce film. Il est vachement bien, faut le dire. Qui est Master and Commander sur les guerres napoléoniennes, où c'est des troupes britanniques qui doivent éviter un navire meilleur français. Il est vachement bien, le film, hein, même si c'est les napoléoniens les méchants. Mais déjà, il y avait cet aspect, le théâtre est mondial. Mais la guerre de 7 ans, encore plus. Ouais. Il y a des batailles en Amérique du Nord, en Europe, en Inde. Je suis sûr que si on regarde, il devait y en avoir plus loin en Asie, et il doit même y en avoir en Afrique. C'est ça. Et c'est la première, mais en plus, c'est une guerre qui a changé la face du monde. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui a mis les prémices de la... Enfin, c'est même la domination anglaise, en fait, parce qu'une fois qu'ils avaient... Enfin, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire. Alors, il faut savoir un truc. Maintenant, il se couche sur l'Empire britannique, parce que ce grand génie de Keir Starmer a donné aux Maldives... Non, oui, aux Maldives. Oui, il me semble que c'est eux. Les îles Chagos, contre l'avis des habitants des îles Chagos. Alors du coup, c'est quelque part ce mois-ci que l'Empire britannique va avoir son premier coucher de soleil. En France, le soleil ne se couche toujours pas pour l'instant. Donc la France, c'est le dernier pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. C'est assez marrant. Grâce aux Polynésiens. On salue tous les Polynésiens qui écoutent ce podcast. Je sais que vous serez nombreux. Parce que toi t'es déjà allé là-bas plusieurs fois en plus, en Polynésie. Il me semble que t'as ta sœur qui habitait là-bas. Oui. C'est ça, ouais. T'as ton beau-frère aussi qui est polynésien. Ouais. C'est cool. Et c'est vrai que, voilà, donc c'est vrai qu'on a parlé des Anglais et des Français. C'est vrai qu'il y a eu, comment on appelle ça, il me semble que c'est les guerres carnatic. Carnatic, oui, c'est le sud de l'Inde. Voilà, dans le nord, on va dire c'est Hindoustani. Et dans le sud, on va plutôt dire carnatique. Par exemple, la musique classique du sud de l'Inde, c'est la musique carnatique. Ok, voilà. Très bien. Il y a un festival annuel à la mairie du 16e, on en parlera à la dernière partie. C'est ça sera la dernière partie du podcast, parce qu'effectivement, il y a eu une lutte de pouvoir entre la France et les Anglais, alors qui est un peu surcotée quand même, parce que j'ai regardé, il y a eu des débats d'historiens. La France contrôlait quand même un peu moins, c'était vraiment des comptoirs, et il y avait un peu un maillage en toile d'araignée. On a l'impression qu'en fait, entre les comptoirs, la France contrôlait le sud, mais c'est quand même plus compliqué que ça. On avait moins de bases que prévu. C'est comme pour en Amérique du Nord, en fait, c'est qu'on s'alliait aux populations locales et qu'en fait on faisait du commerce dans certaines villes choisies, alors que les Anglais ils arrivent et ils disent voilà, là c'est à nous. C'est un peu différent. Et c'est vrai qu'il y a un livre d'ailleurs qui parle de ça, c'est la différence de colonisation entre la différence de manière de coloniser. Donc bon, là c'est plutôt en Amérique, entre les Français et les Anglais. Donc là on le retrouve un peu en Inde. D'ailleurs, c'est ce que disait Théophane tout à l'heure. Pourquoi on appelle les Amérindiens, donc les peuples originels d'Amérique, donc les autochtones de là-bas, les Indiens d'Amérique, c'est parce que quand on cherchait la route est arrivé, il savait pas si c'était simplement parce que c'était à une époque, après la chute pendant l'Empire romain, il y avait des échanges entre l'Inde et tout. Alexandre il est allé en Inde, on connaissait l'Inde, il y avait les Grécos, mais à partir du Moyen-Âge et tout, même si Marco Polo, qui a fait ces magnifiques récits de voyage que tous les gosses, on adorait tous, raconter ces passages, c'était moins connu, ces autres civilisations. Et là, on les redécouvre à partir de la Renaissance. Et du coup, vu qu'on les cherche, on sait qu'elles existent, on sait qu'il y a des richesses là-bas, parce qu'on via le commerce, via les Arabes, les arabo-musulmans en général, ou les Perses et tout, ou les routes de la soie, soit par les récits plus anciens sur l'Inde et tout. Et on se rappelait de l'Inde comme terre lointaine, terre de richesse, terre propice au commerce, et donc on est allé le chercher, et finalement on a quand même allé, mais quelques années de retard. Il a fallu tout réapprendre. Oui, justement, parler des chrétiens, il y a les chrétiens de Saint-Thomas, qui ont été redécouverts là-bas. Et au même moment, on redécouvre... Les chrétiens de Saint-Thomas qui étaient... excuse-moi, je te coupe pour préciser, parce qu'il y a deux types de chrétiens en Inde. Donc il y a le premier type, donc c'est vraiment au 1er ou 2e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est dans les premiers peuples évangélisés. Je rappelle que par exemple, le baptême de Clovis, qui est considéré comme la naissance de l'histoire de France,
si je me trompe pas, c'est en 492. Ouais, c'est en 400 quelques. Alors là, Ouais. j'espère que mon prof de CM2 ne regarde pas parce que je me rappelle plus. Donc avec Clovis qui se convertit au catholicisme, et après les Romains qui d'abord persécutaient le catholicisme, qui l'ont adopté comme religion d'État. Constantin. Donc c'est, on va dire, entre 300 et 500 après Jésus-Christ, voilà, donc ça s'est fait progressivement. Et en fait, il y a vraiment des chrétiens originels qui sont très très vieux en Inde, donc avant les premiers chrétiens français. Donc il n'y avait aucun chrétien en France, très peu, et il y en avait en Inde. C'était avec l'église de l'Est, et en fait, les deux pays qui sont les plus vieux pays chrétiens, c'est pas la France, c'est même pas l'Italie, c'est pas la Grèce, c'est l'Éthiopie et l'Arménie. C'est les deux plus anciens, et les chrétiens de Saint Thomas qui sont des chrétiens ancestraux, évangélisés par Saint Thomas. Okay. Et donc il y a encore quelques descendants. Alors il y a plein de, on a parlé des Farsis, qui sont des Zoroastriens qui ont fui la Perse pour s'établir là. Donc il y a les chrétiens de Saint Thomas et il y a les Juifs du Kerala, qui pareil c'est une tribu perdue. Oui, c'est et vrai. pareil il y en a aussi en Chine et en Éthiopie. En Éthiopie c'est plus connu, mais en Chine aussi. Et pareil en Chine on a retrouvé des chrétiens qui datent pareil de l'église de l'Est, quelque part perdus. Donc c'est marrant de se dire que il y avait un peu d'Occident un peu partout via ces anciennes échanges religieux qui se sont faits dans les grandes périodes de la fin de la chute de l'Empire romain et des dernières grandes dynasties perses. Et voilà, du coup, c'est vrai qu'on a vu... donc, c'était pas l'Inde ou le Canada, comme on disait à la guerre de 7 ans. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on va pas partir sur le Canada. Mais en tout cas, l'Inde un autre épisode. était peu contrôlée par les Français, en tout cas. Mais quand même, voilà. C'est les Anglais qui ont gagné quand même la guerre de 7 ans. Et c'est vrai qu'une fois que la guerre de 7 ans a été gagnée, je pense que ça leur a donné l'assise pour coloniser de manière plus pérenne l'Inde. Donc on estime que c'est quand même à partir de 1857, donc en fait où il y a la révolte des Sipais, donc l'Empire britannique remplace la East Indian Company qui était plutôt une compagnie donc qui était un peu comme le Free Co, un petit peu l'équivalent. Un peu plus. Nous aussi on avait nos compagnies royales, mais ça bidait parce que c'est pas de notre façon de faire à nous. C'était Richelieu qui disait faut en créer une, et Louis XIV. Non, ça se trouve, je fais une grosse erreur historique. Mais en tout cas, il y avait un des cardinaux qui faisait la bonne politique, qui avait dit à Louis XIV qu'il fallait créer je m'embrouille tout le temps en histoire royale française. Il y a plein de bruit. Parce que moi j'ai un prénom royal, donc... Et le roi, il avait dit, mais non. Et en fait, c'est ce qu'il fallait faire, parce que les Néerlandais, ça leur a apporté plein de succès. Les Indiens, les Anglais, ça leur a apporté plein de succès. Les Indiens, un peu moins, malheureusement. Mais oui, la révolte des Sipais, c'est un moment vraiment à retenir. Je me rappelle plus tous les trucs, je sais qu'il y avait l'histoire de... ils mettaient de la graisse de porc dans des fusils pour les soldats musulmans. Et il y avait même de la graisse animale de manière générale qui choquait en fait, parce que ça allait choquer effectivement les musulmans avec le porc. Mais les hindous aussi, avec le respect des animaux. C'est ça. Donc en fait, ils sont arrivés avec leurs gros sabots. Donc il y a eu la famine du Bengale, il y a eu plein de choses. Ah oui, là, un épisode horrible. C'est un peu plus tard, je crois. C'est un peu plus tard. Parce qu'aujourd'hui, le reproche à Churchill, oui, c'est. C'est ça. Et là, du coup, on va attaquer sur le chapitre 6. Donc voilà, donc le chapitre 6, donc la colonisation et l'indépendance, donc ça a duré de 1857 à 1947. Donc on vous mettra une super musique des Beatles, parce que ça... Ils en ont fait plein. Alors c'est pas à ce on moment-là, verra plus tard. On verra plus tard, parce que ça c'est plutôt... Mais c'est vrai que ça marque quand même le début de l'anglicisation de la Britannique, qui est encore aujourd'hui, même si on peut aussi dire qu'il y a une indisation de Grande-Bretagne, mais bon, c'est les mouvements de bataille. C'est ça, parce qu'aujourd'hui le Premier ministre le précédent, Rishi Sunak, voilà. Un milliardaire indien qui est devenu Premier ministre indien, donc comme quoi... Premier ministre, pardon, britannique. Donc comme quoi, voilà, il y a donc les Indiens, ils font du cricket. Et à cause des Anglais, et les Anglais, du coup, du fait des Indiens, ils ont les Beatles qui mettent de la sitar dans leur musique, et ils boivent du thé. Et ils ont des premiers ministres, donc il y a un échange culturel qui a finalement, comme à chaque fois. Et d'ailleurs, nos compatriotes, et ça on va rentrer plus dans le détail chapitre 6 et chapitre 7, mais nos frères, on va dire... en anglais font d'ailleurs, c'est pas du tout pour discriminer, etc. Mais il y a des statistiques qui sont très bien faites là-bas, parce que c'est à l'anglo-saxonne, donc c'est pareil,
equal, donc c'est un peu comme ça qu'ils voient les choses. Donc c'est-à-dire qu'il y a un... Oui, en fait, nous on a la laïcité qui dit on est tous français, qu'importe notre religion, on se met tout ça là. Et là-bas, c'est oui, mais qu'importe quelle communauté t'appartient, t'as les mêmes droits. C'est ça. Presque la même chose, mais très différent. C'est différent, mais c'est l'idée qu'en fait, chaque communauté doit être représentée. Et il y a beaucoup de statistiques qu'on fait sur la différence d'intégration, même au sein de la communauté, même pas indo-pakistaise, mais même les Indiens hindous s'intègrent en moyenne beaucoup mieux à la société indienne que les Indiens musulmans. Donc voilà, il y a un échange. Et je pense que dans la deuxième partie, la diaspora indienne, qui est une diaspora extrêmement intéressante, il y aura beaucoup de choses à dire, surtout qu'elle est en pleine évolution ces dernières années. Mais c'est vrai que partout, elle a eu du très grand succès, et que ce soit économique, culturel, voilà. Avec la femme de J.D. Vance, qui aujourd'hui est d'origine... Usha, qui est une tamoule, brahmane, et son fils d'ailleurs, J.D. Vance, s'appelle Vivek. Et il y a une photo absolument à mourir de rire à Paris avec Narendra Modi, qui est là, il dit c'est l'anniversaire du petit Vivek. Narendra Modi qui devait être absolument content d'avoir un petit indo-américain, américano-indien, enfin un enfant issu des deux cultures, qui a en plus le nom d'un saint hindou et tout. Et tu vois le petit gamin, la tête qu'il fait, c'est à mourir de rire. Donc voilà, donc ça marque. Et puis les Pakistanais aussi, c'est plus des chercheurs, mais les Américano-Pakistanais et les Indo-Pakistanais, donc les Indiens qui vivent en Amérique, sont parmi les groupes ethniques donc, qui réussissent le mieux. On parlera dans le prochain truc, il y aura toute une partie sur la diaspora, donc voilà. C'est ça, là on va plutôt parler, donc c'est notre chapitre 6. Du Raj, et de ces liens qui ont mené à ces diasporas, de la colonisation, de l'individualification avec les grandes familles qui allaient étudier à Londres, les crickets, les clubs, les indo-britanniques, des britanniques qui étaient de génération en génération en Inde. On a l'exemple de Rudyard Kipling, de George Orwell, des gens qui ont grandi là-bas et qui ont une certaine manière de vivre qu'on peut qualifier parfois de méprisante pour certains, pour d'autres au contraire ouverts sur les cultures. Mais c'est en même temps, en fait, cette période du Raj, de la colonisation britannique, je sais pas, c'est assez particulier parce que il y a eu beaucoup d'apports, mais aussi beaucoup de moments plus sombres. Je pense que c'est vraiment contrasté, et je pense que l'Inde aujourd'hui, sa fondation, c'est vraiment cette période-là. Parce que pour vous situer, c'était entre 1857 et 1947, et je vais commencer avec un fun fact. Quand je visitais le Taj Mahal, je me souviens qu'à l'époque, j'avais entendu des mots anglais dans leur conversation, et ils parlaient de rail, chemin de fer. Et en fait, ça n'existe pas dans leur... Alors peut-être que maintenant, il y a une adaptation en hindi, mais en tout cas, mais globalement, ils utilisent souvent des mots anglais, parce que c'est les Anglais qui l'ont apporté. Donc... C'était tout nouveau, à cette période-là, la colonisation. Les Britanniques ont colonisé l'Inde presque en même temps qu'ils ont inventé le chemin de fer. Et alors aujourd'hui, le chemin de fer, c'est emblématique à la fois de l'Angleterre et de l'Inde. Alors même quand on fait des films sur l'Inde, les Occidentaux, tu sais, à bord du Darjeeling Express, on pense beaucoup à leur train. Même dans le cinéma Bollywood, quand on en parlera, DDLJ, les scènes avec le train, enfin bon, passons-en. Mais c'est vrai, oui, c'est vraiment entrer dans les choses. Et il y a vraiment il y a eu beaucoup dans des élites indiennes, et c'est pour ça aussi que les termes sont revenus, une volonté de devenir des gentlemen britanniques, mais tout en restant des nobles indiens. Des Indiens qui restent près, qui continuent le sanskar. Donc en fait, ils allaient étudier à Londres, ils avaient le received accent. Il y a, on va parler d'indépendance. Gandhi est le parfait exemple de ça. Je sais pas si vous avez vu le film Gandhi avec Ben Kingsley. Je l'ai vu plein de fois parce que quand j'étais à Tahiti, il y avait que ça qui passait à la télé. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais il est assez intéressant là-dessus parce que on voit Gandhi qui veut devenir un avocat respectueux britannique. Il s'habille à l'anglaise. Mais il a quand même la Gita comme guide. La Gita, le Mahatma Gandhi dira toujours que c'est sa grande boussole. Et il arrive en Afrique du Sud et il voit que les Indiens sont mis... Alors aujourd'hui, il est un peu cancel pour ça, en partie Gandhi, sont mis au même niveau que les populations zoulous ou les populations noires d'Afrique du Sud. Et du coup, ça le révolte parce qu'ils se disent mais non, mais nous les Indiens, on est ci, on est ça. Et en fait, ça a réveillé sa volonté de revenir à l'Inde. Alors, tu sais, il y a le mouvement Khadi qu'il avait initié. Parce qu'en fait, le textile, ils récupéraient les textiles d'Inde, ils allaient faire en Angleterre, et ils revendaient les produits textiles en Inde, une fois fait. Gandhi, il a dit quoi ?
non, on va tisser notre propre laine avec la Cadi. La Cadi, c'est la roue qui sert à faire le truc, qui est le symbole du parti du Congrès. Après, pareil, le sel, il y avait beaucoup de travail avec le sel, il était taxé par les machins. Il dit, on va aller chercher nous-mêmes le sel. Et en fait, Gandhi, qui est le parfait exemple de l'Indien britannisé, l'Indien qui veut devenir avocat à Londres, l'Indien qui... L'Indien du Commonwealth, presque on pourrait dire. Ouais, Parce que, l'Indien du Raj, de l'Empire. Voilà. Parce qu'il a circulé dans le Commonwealth. Oui, final, bah c'est l'Afrique l'Empire, du c'est Sud. l'Indien victorien. Non, Victoria, elle était déjà plus là, elle est morte en 1902. Non, Mais l'Indien victorien presque. Victoria qui était l'empereur. L'impératrice des Indes. L'impératrice des Indes, l'impératrice c'était britannique. Voilà, c'est pour ça qu'on disait que l'Inde était le joyau de la couronne britannique. Parce que c'est grâce à ça que c'était des empereurs. Et aussi parce que c'était une colonie avec énormément de richesses, Parce qu'au final, il y a eu... donc nous, on n'est pas là pour donner notre avis, mais c'est vrai que sur la colonisation, même beaucoup d'Indiens pourront vous le dire, c'est vrai qu'il y a eu des moments terribles avec la famine du Bengale, donc qui était plutôt au niveau de la Seconde Guerre mondiale à peu près. Oui, il me semble. Et parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens disent que Churchill, c'est une des pires ordures de l'histoire. Alors, les gens à l'extrême droite disent que c'est à cause de Dresde, et les gens à gauche ou à l'extrême gauche disent que c'est la famine du Bengale. Et il y en a d'autres qui vont encore ressortir Gallipoli. La plupart des gens, ils aiment bien Churchill, mais moi j'aime bien perso. Mais on peut quand même Qui appelles-tu Gallipoli C'est une bataille de la Première Guerre mondiale. Ça marche, ok. Qui appelles-tu Et du coup, c'est vrai qu'on a eu le Raj britannique qui a commencé en 1857 et jusqu'en 1947 où l'Inde a officiellement eu son indépendance, donc avec Gandhi, la révolution non violente. Voilà. Qui ensuite, il y a eu une situation politique violente. Gandhi a tout fait pour qu'il y ait la non-violence, soit entre les communautés qui vivaient en Inde, les musulmans et les hindous, mais aussi dans la façon de faire l'indépendance. Gandhi, franchement, aujourd'hui, on peut le cancer et tout, mais je trouve que sa pensée sur la non-violence, sur la résistance passive et tout, et sur se réapproprier ces choses à soi et tout, ça reste aujourd'hui très intéressant. Si vous êtes un décideur politique, étudier Gandhi. Moi en tant que Corse, je me dis les nationalistes corses, si à la place ils avaient fait plus de Gandhi plutôt que de faire plus de comme le FLN, ça aurait été un peu plus sympa. C'est vrai qu'on gagne aussi le entre guillemets le pathos en fait, on arrive à c'est que t'as l'avantage moral, tu vains moralement. Ouais. Si tu vas pas vaincre physiquement avec l'arme, tu vas vaincre moralement avec ton action. Tu des gens avec les émotions aussi, plutôt que convaitre avec. Oui aussi, surtout que c'était à la naissance des médias de masse, de la radio, des premiers newsreels, de la pâtée, de toutes ces grandes machins qui filmaient, et les newsreels où tu voyais dans les cinémas un tome tout petit avec, alors il jouait beaucoup sur l'image, avec le truc qui s'était fait et sa canne et tout, et qui avançait en pagne. Et ça jouait vachement. Et maintenant qu'on avance, ça te fait pas penser un peu que justement ça vient des tripes un peu de l'hindouisme aussi, parce que justement dans l'hindouisme il y a tout un côté non violent en fait qu'on va mettre en exergue. Alors c'est assez intéressant d'analyser le lien entre le Mahatma Gandhi et l'hindouisme. Il disait que la Gita c'était sa boussole, et il se référait toujours à la Gita. Quand un Indien lui venait un conseil spirituel, il disait il y a plein de belles choses dans le Coran, dans la Bible, dans les textes hindous. Mais si tu es dans les textes bouddhistes, mais si tu es indien, la Gita sera le meilleur truc. Il n'a pas dit le mot truc, hein, mais voilà, vous voyez l'idée. Et en fait, lui, alors sur les rapports aux castes et tout, je crois qu'il était assez ambigu, il était un peu contre, mais en même temps, il voulait pas trop chambouler. Et c'était pas un nationaliste hindou, mais c'était un hindou fervent. Et qui reprenait toutes ces idées qui venaient du fond des âges, de non-violence, d'harmonie, et qui les a transformées en armes. Parce que le non-violence, c'est aussi dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, mais c'est quelque chose qui est très important, on a vu avec l'empereur Ashoka et tout, dans l'identité indienne, dans toutes les identités individuelles spirituelles, même dans l'islam indien, avec les soufis, comme on a vu. Et il les a pris, il a transformé en armes contre l'occupant, qui en même temps, contre le colonisateur, qui en même temps celui qui lui a donné sa façon de concevoir, avec cet héritage juridique, cette façon de penser à la démocratie aussi, qui est typiquement à l'anglo-saxonne pris de libéralisme le plus classique de chez classique. C'est ça. Et en même temps une modernité européenne, hein, parce que alors c'est assez amusant aujourd'hui, mais dans les années 20, on disait que Gandhi et Mussolini, c'était ceux qui allaient changer la planète. Et je crois qu'ils avaient même des bons rapports, étrangement, c'était avant que Mussolini s'allie avec Hitler. Et Churchill aimait les deux.
Même si parfois il avait du mal avec les Indiens. Mais c'est lui qui a, il a promis l'indépendance après la Seconde Guerre. Parce que c'est vrai que l'indépendance a été très, très violente aussi. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas suivi les préceptes de Gandhi. Voilà. Il y avait, en fait, il n'y a eu pas que Gandhi comme père de l'indépendance. Il y avait les membres du Congrès, Nehru qui devient le premier ministre, mais aussi Jinnah qui était le chef des musulmans, de l'Union musulmane, et qui disait non, on a notre identité, certes issue d'héritage indien, mais on a ces régions où on est majoritaire. C'est d'où le nom Pakistan, c'est un acronyme des noms de régions. Et en fait, on se ferait écraser si on est dans un endroit à majorité hindoue. Et parce qu'après, ce sera nous les prochains, vu qu'on était les précédents colonisateurs, entre guillemets. Et surtout, on sera une minorité. Et trop dispersés pour pouvoir avoir une vraie force politique dans une cadre d'un Inde démocratique. C'est un truc tocquevillien, c'est la minorité qui se ferait écraser par la majorité. Et du coup, Jinnah lui disait non, il faut ça. Et en fait, il faut notre territoire. Et ça a fait monter les tensions, et ce qui a créé la partition... Gandhi a été tué par un nationaliste hindou. Parce que justement, Gandhi, il voulait pas la partition. Il a tout fait pour préserver le truc. Et en fait, s'il y a eu toutes ces violences... De base, si je me trompe pas, les Indes orientales, ça s'appelait comme ça, me semble-t-il. C'est le Raj britannique, ouais. Le Raj britannique. Plus généralement, les Indes orientales, c'est... Voilà. Parce que le Raj britannique, il y avait le Pakistan et le Bangladesh et l'Inde actuelle, ouais. c'est ça? Et la Birmanie. La Birmanie aussi. Ouais. C'était un seul et même pays. Ouais. Et aujourd'hui, ce que vous voyez, donc on vous mettra une carte de l'Inde, donc vous avez le Pakistan qui est là, l'Inde qui est au milieu... Et le Bangladesh. Vous avez le Bangladesh. En sachant que le Bangladesh, au départ, c'était le Pakistan oriental. Oui. Et en fait, les Bangladis, ils ont voulu leur indépendance. Et Indira Gandhi, dont on parlait plus tôt, qui était la première femme Premier ministre indienne, qui était quelqu'un à très grande poigne. Elle a fait la guerre pour libérer. Alors vous savez, il y a la famille au Pakistan, avec, on parlait un peu des Beatles et tout, le concert du Bangladesh, avec Ravi Shankar, George Harrison, Bob Dylan et tout, parce qu'il y avait les familles à cette époque-là. Mais ouais, dans les trucs, et c'était le Pakistan n'est pas été coupé en deux, jusqu'à ce que Indira Gandhi elle aide la libération. Parce qu'en fait, ils ont essayé de faire les territoires les plus musulmans possibles d'un côté, donc avec le Pakistan et le Bangladesh, donc on veut mettre une carte. Et avec l'Inde qui était plutôt hindou. Qui était hindou. Mais c'est vrai qu'il y a eu des mouvements de population considérables et des massacres énormes. C'est horrible. Et inversement, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'hindous qui étaient sur le territoire du Pakistan. On leur a dit, bah maintenant tu dégages, ici c'est musulman. Et des pogroms anti-hindous, pogroms anti-musulmans dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Et c'était ce que Gandhi voulait lutter. Il faisait des grèves de la faim pour dire si vous arrêtez pas, parce que les deux respectaient Gandhi en fait. Parce que c'était une figure unificatrice et c'est lui qui a permis, avec tous ces mouvements, la marche pour le sel, l'Arcadie, le machin, tous ces trucs-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ressent quand même cette tolérance hindoue et indienne, dans le sens où, moi c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que c'est quand même plus simple. Moi, si je devais me téléporter, je préférais être musulman en Inde que hindou au Pakistan, je pense. Et en plus, en termes de proportion, c'est assez homogène, musulman au Pakistan. En Pakistan, un peu moins en Bengale, je crois qu'il y a un peu plus de minorités. Oui, je crois qu'il y a 5 à 10%. Au Pakistan, il y en a par exemple, je sais pas si. Comment on appelle ça? Le peuple Kalash. C'est alors, c'est trop bizarre. Comme nom, ça fait un peu peuple guerrier. Ils sont blonds aux yeux bleus, polythéistes, ils habitent dans des vallées perdues et tout. Ils sont en voie d'extinction. Hein. Mais c'est dans les régions perdues. Mais après, on voit que les conflits religieux continuent, donc il y a effectivement des pogroms, mais on voit aussi celle qui... Oui, avec le Cachemire, donc il y a un territoire qui est disputé. Et on voit aussi avec la fameuse personne qui a été condamnée à mort il n'y a pas très longtemps, ou brûlée vive. Il y a souvent ça au Pakistan. C'était une hindoue, je sais en plus. En fait, s'ils respectent pas, parce qu'en fait, ils ont vraiment une vision... Ce qui est un peu étrange, on pourrait se dire... Le Pakistan, avec l'héritage de l'empereur Akbar, avec les magnifiques chants soufis et tout, on pourrait se dire ils sont très tolérants. En fait, c'est un des plus rigoristes. Aussi parce que c'est un pays très dysfonctionnel. Après la mort de Jinnah, il n'y a pas eu un seul gouvernement qui s'est terminé sans assassinat ou coup d'état au Pakistan. Ouais. Ou manifestation monstre, ou enfin... qu'importe. Et en fait, ils ont vraiment une vision très rigoriste de l'islam. Alors, en partie, sûrement, pour des réactions, parce que vu qu'ils sont nés en tant qu'État... musulmans directement. Leur capitale c'est Islamabad, la ville de l'islam. Alors que l'Inde c'est plus basé sur les préceptes un petit peu démocratiques. C'est Gandhi en fait, c'est l'idée justement une idée démocratique et l'idée de Gandhi que voilà, c'est au-delà
des divisions, on va dire, sectariennes, dans le sens anglo-saxon, de religion. Mais c'est vrai que pour avoir vécu sur place, et ça fera l'objet d'un autre épisode, donc c'est l'Inde de nos jours. On parlera de plein de choses, vous verrez, on va pas trop vous en dire, mais c'est vrai que là on va s'arrêter à 1947 parce que ça fait déjà un bel épisode. Voilà. Mais c'est vrai que l'Inde contemporaine. L'Inde contemporaine, on fera ça et ça pourra vous intéresser aussi. Avec on verra aussi tout ce que l'Inde a apporté à la civilisation mondiale et occidentale. Occidentale, oui. Donc on verra du bien, du pas bien, du très pas bien. C'est ça. Et au niveau de la colonisation, comme on vous dit, il y a eu des bons côtés et des mauvais côtés comme dans tout. Voilà, nous on n'est pas là pour porter les jugements de valeur, on essaie juste d'analyser pour que vous ayez les clés pour comprendre l'Inde. Et voilà, et justement on veut transmettre non pas une vision des choses, mais une envie justement de célébrer le fait qu'il y ait des civilisations, en fait, c'est... Vous savez, les gens qui aiment... moi, j'en fais partie, qui adorent les univers de science-fiction, qui se plongent dedans, qui veulent connaître tous les trucs dans Star Wars. En fait, notre monde, on est peuplé de gens différents, qu'on peut apprendre plein de trucs, qui est passionnant, c'est plein d'univers, et voilà. C'est ce qu'on veut vous transmettre. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast sur l'Inde, donc on vous attend pour la partie 2 qu'on enregistrera ensemble. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À très bientôt pour une émission de G-Culture. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.